Entre 1837 et 1901, la Grande-Bretagne victorienne a connu une richesse inimaginable aux côtés d'une pauvreté écrasante, créant deux mondes séparés par seulement quelques rues. Les plus riches vivaient dans des demeures opulentes avec des dizaines de domestiques, tandis que les plus pauvres s'entassaient dans des pièces uniques et insalubres avec toute leur famille. Voici à quoi ressemblait réellement la vie des plus riches et des plus pauvres dans l'Angleterre victorienne. Alors oui, si ces histoires vous aident à dormir, abonnez-vous. Et je suis curieux, quelle heure est-il là où vous êtes? Indiquez votre lieu et l'heure en commentaire. Je les lis toujours en me disant, attends, des gens en Nouvelle-Zélande écoutent des histoires pour s'endormir? Très bien. Ce soir, c'est l'Angleterre victorienne. Mais attendez, installez-vous confortablement d'abord. Sérieusement, prenez une seconde. Ajustez ce qui doit l'être. Vous n'aurez plus envie de bouger une fois que nous aurons commencé. Vos yeux s'ouvrent en papillonnant dans l'obscurité. Pendant un instant, vous êtes confus. Puis la réalité vous frappe. Vous êtes dans un lit à baldaquin dans le Londres des années 1860, et vous êtes outrageusement riche. Les draps en coton égyptien sous vous coûtent plus que ce que la plupart des gens gagnent en un mois. Le matelas est rempli du meilleur crin de cheval, pas de la paille bon marché qui se décompose après un an. Contrairement à votre mémoire de la mousse moderne qui vous épouse parfaitement, ce lit est ferme mais reste absurdement confortable comparé à ce sur quoi dorment 90% des Londoniens en ce moment. Il fait encore sombre, mais le noir s'adoucit sur les bords. Peut-être 5 heures du matin. Pas que cela ait de l'importance. Vous n'allez pas sortir du lit vous-même. C'est à cela que servent les domestiques. Bonjour, monseigneur. La voix vient de l'embrasure de la porte tandis que celle-ci s'ouvre silencieusement. L'un de vos valets de pied, William, pensez-vous, même si, honnêtement, vous avez du mal à tous les reconnaître, entre en portant un chandelier en argent. Derrière lui se trouve votre valet personnel, Jenkins, qui est avec vous depuis 15 ans. William allume les lampes à gaz pendant que Jenkins prépare votre routine matinale. Ce sera une belle journée, monsieur, dit Jenkins en disposant vos vêtements du matin. Peut-être le gilet bleu aujourd'hui. Vous marmonnez quelque chose d'approbateur et vous vous enfoncez à nouveau dans les oreillers pour quelques minutes supplémentaires de chaleur. Votre chambre est immense, probablement 40 pieds de côté avec des plafonds de 14 pieds. La cheminée en face de votre lit est plus haute que la plupart des hommes, et William est déjà en train de l'alimenter pour chasser le froid du matin. Voici le truc quand on est riche dans l'Angleterre victorienne, vous n'êtes jamais seul. Jamais. Il y a toujours quelqu'un qui rôde, qui attend, qui observe. L'intimité est en réalité quelque chose que les pauvres ont davantage. Ne serait-ce que parce que personne ne se soucie de ce qu'ils font. Attendez, revenons un peu en arrière. Ceci n'est qu'une chambre de votre maison londonienne. L'une de vos 3 résidences. Vous avez cette demeure à Belgravia. Le domaine familial dans le Hampshire où votre famille vit depuis 11 générations, et le pavillon de chasse en Écosse. La maison de Londres à elle seule compte 32 pièces et nécessite 17 domestiques à plein temps pour fonctionner correctement. Et c'est en fait modeste comparé à certaines familles de la véritable aristocratie. Serez-vous présent au dîner de Lord Hartington ce soir, monsieur? Demande Jenkins en vous aidant à enfiler votre robe de chambre. Elle est en soie, bien sûr, avec des broderies qui ont pris des semaines à une pauvre femme pour être terminées. Vous la payez correctement, cependant. Vous n'êtes pas un monstre. Oui, je suppose que je dois, répondez-vous en vous dirigeant vers la table de toilette où vous attend une bassine en porcelaine remplie d'eau tiède. Lady Elizabeth sera présente, acquiesce Jenkins avec un air entendu. Lady Elizabeth est la fille du comte de Wamant, et votre mère vous pousse, pas si subtilement, vers cette union. Elle apporte une dot impressionnante, des lignes impeccables, et d'après ce que vous avez vu lors de précédents événements mondains, la personnalité d'un chiffon mouillé. Mais c'est ainsi que fonctionne votre cercle social. Le mariage est une affaire, pas une romance. Très bien, monsieur. Je préparai donc votre tenue de soirée en conséquence. En parlant de tenue, parlons de la quantité ridicule de vêtements que vous portez. En ce moment, vous enfilez simplement votre tenue du matin, considérée comme décontractée, mais qui serait formelle selon les standards d'aujourd'hui. Vous commencez par une chemise en lin, suivie d'un pantalon en laine maintenu par des bretelles. Puis viennent le gilet, la veste et la cravate, que Jenkins noue avec une précision experte. Pour les chaussures, vous avez des bottes en cuir qui coûtent autant que ce qu'un ouvrier gagne en 3 mois.
Et ce n'est que votre tenue du matin. Vous changerez de vêtements au moins 3 autres fois aujourd'hui. Je sais, vous pensez que cela semble épuisant, mais souvenez-vous, vous ne faites rien vous-même. Jenkins vous habille comme une poupée grandeur nature. Pendant ce temps, le reste de la maison bourdonne déjà d'activité. Les domestiques sont debout depuis 4h30. Le cuisinier et les aides de cuisine préparent le petit déjeuner. Les femmes de chambre dépoussièrent les salons et les salles de réception. Les valets de pied polissent l'argenterie. Les garçons d'écurie s'occupent de vos chevaux. Vous descendez dans la salle du matin où le petit déjeuner est servi. Votre épouse est déjà là, impeccable malgré l'heure matinale. Elle aussi a été assistée par sa femme de chambre, qui a passé près d'1 heure à arranger ses cheveux et à l'aider à enfiler sa robe du matin. « Bonjour, mon cher », dit-elle sans lever les yeux de sa correspondance. Plusieurs lettres sont ouvertes devant elle, des invitations à des bals, des œuvres de charité et des thés de l'après-midi. L'agenda social d'une femme victorienne aisée est implacablement chargé. La table du petit déjeuner est couverte de nourriture, œufs, bacon, rognons, poissons, pain grillé, muffins et fruits frais. À une époque sans réfrigération, cette abondance représente un travail et un coût considérable. Votre cuisinier est à l'œuvre depuis l'aube, et les plats sont maintenus au chaud sur des plateaux chauffants. Jenkins m'a dit que nous allions chez les Hartington ce soir, dit votre femme en levant enfin les yeux. Elle est jolie d'une manière typiquement victorienne, peau pâle, taille fine encore resserrée par son corset, et une expression sereine qui ne révèle rien de ses pensées réelles. Oui, je pensais que ce serait une bonne idée, répondez-vous en vous servant des œufs. Un valet de pied apparaît aussitôt pour vous verser du thé. Lady Elizabeth sera là, dit-elle avec un petit sourire. Votre épouse est parfaitement consciente des efforts de votre mère pour arranger ce mariage. On dit que Lord James est plutôt séduisant. Vous levez un sourcil face à sa taquinerie. C'est ce qui tient lieu d'humour dans votre mariage, doux, convenable et jamais déplacé. Vous êtes mariés depuis 12 ans, une union arrangée par vos parents. Elle a apporté des terres et des relations. Vous avez apporté le titre et la richesse. Cela s'est mieux passé que beaucoup d'autres unions de ce genre. Vous avez de l'affection l'un pour l'autre, sans être passionnément amoureux. Gardez cette image en tête. Maintenant, renversons complètement le décor. Même matin, même ville, mais vous ne vous réveillez pas à Belgravia. Vous vous réveillez à Seven Dial, l'un des bidonvilles les plus notoires de Londres. Vos yeux s'ouvrent dans l'obscurité, mais ce n'est pas l'obscurité paisible d'une chambre bien aménagée. C'est la pénombre trouble d'une cave partagée avec 8 autres personnes. L'air est épais, saturé de l'odeur des corps non lavés, de la fumée de charbon et de la puanteur permanente de l'égout à ciel ouvert qui longe votre rue. Vous ne reposez pas sur du coton égyptien. Vous êtes sur un tas de chiffons à même le sol. Si vous avez de la chance, vous partagez un mince matelas rempli de paille avec au moins 2 de vos frères et sœurs. La seule petite fenêtre près du plafond est couverte de crasse, mais cela n'a guère d'importance. La vue se limite aux pieds des passants dans la rue au-dessus. Aucun domestique ne vient vous réveiller doucement. À la place, c'est la voix rude de votre mère. Debout maintenant, ou il n'y aura pas de travail. Pas de travail veut dire pas d'argent. Pas d'argent veut dire pas de nourriture. C'est aussi simple que ça. Vous roulez hors de votre lit de fortune, le corps déjà endolori. Vous avez 10 ans, mais vous en paraissez, c'est à cause de la malnutrition. Votre travail de ramoneur exige que vous soyez petit. Les enfants trop gros ne peuvent pas se faufiler dans les conduits étroits. Contrairement à votre riche équivalent de l'autre côté de la ville, vos ablutions matinales sont brèves. Il y a une bassine fendue avec l'eau d'hier, que vous partagez avec vos frères et sœurs. Vous vous aspergez le visage, mais cela ne sert pas à grand-chose. Dans quelques heures, vous serez couvert de suie. Le petit déjeuner? Un morceau de pain si vous avez de la chance. Peut-être un peu de graisse figée à étaler dessus si les temps sont bons. Du thé si faible qu'on peut voir à travers. Déjà préparé par votre mère, qui est debout depuis 4 heures pour partir travailler comme blanchisseuse. Dépêche-toi maintenant, dit-elle en vous tendant le pain. Ses mains sont rouges et abîmées par la lessive et l'eau chaude. À 35 ans, elle en paraît 60, le corps brisé par la pauvreté et le labeur. Monsieur Jenkins n'attendra pas, et il y a d'autres qui veulent ta place. Monsieur Jenkins, pas le valet de notre autre histoire, mais le maître ramoneur qui vous possède pratiquement pour les 7 prochaines années par le biais de votre apprentissage.
Vous avez été vendu quand vous aviez 7 ans parce que votre famille ne pouvait pas vous nourrir. Il est censé vous apprendre un métier, vous loger et vous nourrir. En réalité, il vous fait travailler presque jusqu'à la mort, vous bat régulièrement, et vous donne juste assez à manger pour rester en vie. Vous enfilez votre unique tenue, la même que vous portiez hier et avant-hier. Elle est rigide de saleté et de suie. Pas de changement de tenue élégant pour vous. Ces vêtements resteront sur votre dos jusqu'à ce qu'ils tombent littéralement en morceaux, moment où ils seront grossièrement raccommodés et remis. Votre mère vous regarde et soupire. Essaie de revenir aujourd'hui avec quelque chose, dit-elle. Ce qu'elle veut dire, c'est essayer de voler quelque chose dans les maisons où tu nettoies les cheminées. Une cuillère en argent, un mouchoir, n'importe quoi qui puisse être vendu ou mis en gage. C'est dangereux. Tu pourrais être déporté en Australie, ou même pendu pour vol. Mais la faim est un puissant moteur. Tu hoches la tête et tu te glisses dehors dans l'aube londonienne. Les rues sont déjà animées par les travailleurs, des hommes et des femmes qui se dirigent vers les usines, des vendeurs ambulants qui installent leurs charrettes, des hommes chargés de ramasser les déchets humains terminant leurs tournées écœurantes. L'air est épais de fumée de charbon, créant le célèbre brouillard londonien qui ressemble en réalité davantage à du smog. Il s'accroche à ta peau et à tes vêtements, pénètre dans tes poumons, brûle tes yeux, mais cela fait simplement partie de la vie. Tu le remarques à peine maintenant. Tu te faufiles dans les ruelles étroites en direction de l'atelier de Monsieur Jenkins. Seven Dial est un labyrinthe de taudis et de boutiques, les bâtiments penchent les uns vers les autres comme s'ils complotaient. À certains endroits, tu peux tendre les bras et toucher les murs des deux côtés de l'allée. Les rues sont immondes, pleines d'ordures, de déjections animales, parfois humaines. Le système d'égout est primitif au mieux, inexistant au pire. La maladie est une compagne constante dans des quartiers comme le tien. Le choléra, la typhoïde, la tuberculose. Elles emportent des vies chaque jour, surtout celles des enfants. Tu as déjà perdu 3 frères et sœurs, ce qui rend ta famille presque chanceuse comparée à beaucoup d'autres. Tu arrives à l'atelier de Monsieur Jenkins juste au moment où il déverrouille la porte. C'est un homme massif, avec des mains comme des jambons et une haleine qui sent le gin, même à cette heure matinale. T'es en retard, grogne-t-il en te frappant sur l'oreille assez fort pour te faire voir des étoiles. Tu n'es pas en retard. Tu es même en avance, mais discuter ne ferait que t'attirer un autre coup. À l'intérieur, les autres ramoneurs se rassemblent. Tous des garçons, tous petits, tous avec le même regard creux de faim constante et de peur. Le plus jeune a 5 ans, un minuscule gamin qui pleure encore parfois sa mère. Le plus âgé a 14 ans, mais il est petit pour son âge. Une fois que les garçons deviennent trop grands pour les cheminées, on les renvoie sans compétence, à part grimper. Beaucoup deviennent pickpockets ou pire. Bon, alors, dit Monsieur Jenkins en rassemblant ses outils, brosse, grattoir, sac pour recueillir la suie. La suie a de la valeur. Elle peut être vendue comme engrais ou pour fabriquer des pigments noirs. C'est une partie de la façon dont Monsieur Jenkins gagne de l'argent, en plus de ce qu'il facture pour tes services. Parker, tu emmènes le nouveau chez Lady Morrison, dans Wimpole Street. Faites toutes les cheminées de la cuisine et le salon principal, et faites-le bien. Lady Morrison s'est plainte la dernière fois. Parker, le garçon de 14 ans, hoche la tête avec gravité. Les cheminées de Lady Morrison sont étroites et très chaudes. C'est un travail dangereux, mais tout le métier de ramoneur est dangereux. Les garçons se coincent et étouffent. Ils tombent. Leurs poumons sont détruits par la suie, menant à la mort douloureuse connue sous le nom de cancer des ramoneurs. Et pourtant, aussi terrible que soit ce travail, tu es considéré comme chanceux comparé à certains enfants. Le travail en usine peut être encore plus dangereux. Des enfants qui perdent des membres dans les machines, ou qui sont lentement empoisonnés dans les fabriques d'allumettes. Le travail dans les mines signifie des journées entières passées dans l'obscurité totale, à respirer de la poussière de charbon, à ramper dans des tunnels trop étroits pour des adultes. En suivant Parker dans les rues de Londres qui s'éveillent, ton chemin te fait brièvement traverser un quartier plus riche, et là tu le vois, le gentleman de notre autre histoire, montant dans sa calèche pour sa promenade matinale. Pendant un bref instant, vos regards se croisent. C'est lui qui détourne les yeux le premier, mal à l'aise sous ton regard. Pour lui, tu es à peine humain. Un rouage nécessaire de la machine urbaine qui fait tourner son monde en douceur. Vous respirez le même air londonien, vous marchez dans les mêmes rues londoniennes, mais vous pourriez tout aussi bien vivre sur des planètes différentes.
Parker te donne un coup de coude, brisant l'instant. Allez, dit-il. Ces cheminées ne vont pas se nettoyer toutes seules. Et ainsi commence ta journée de travail. Grimper dans des espaces chauds, étroits et remplis de suie, où tu pourrais facilement mourir. Tout ça pour que les riches aient des feux propres et efficaces afin de garder leurs nombreuses pièces au chaud. Voilà l'Angleterre victorienne. Un lieu d'inégalité vertigineuse, où quelques rues peuvent séparer un luxe inimaginable d'une misère désespérée. Où certains enfants sont élevés pour gouverner des empires, tandis que d'autres sont poussés jusqu'à la mort avant même d'atteindre l'âge adulte. De retour dans la maison riche, le petit déjeuner touche à sa fin. Toi, le toit riche, tu as des affaires à régler. En tant que gentleman, tu ne travailles pas vraiment au sens commun du terme. Tu gères tes domaines, prends des décisions d'investissement, et tu occupes peut-être un siège au Parlement, où tu exerces comme magistrat. Ce sont toutes des occupations jugées appropriées pour un homme de ton rang. Aujourd'hui, tu rencontreras ton avocat pour discuter de quelques investissements immobiliers, puis tu iras déjeuner à ton club, puis peut-être faire une promenade au parc si le temps le permet. Ta femme a son propre programme, réunion de comité de charité, visite à des parents moins fortunés mais toujours assez confortables selon les standards normaux, peut-être un peu de shopping ou des visites mondaines. N'oublie pas que nous avons les Henderson pour le thé avant le dîner chez les Hartington. Te rappelle ta femme alors que tu te prépares à partir. Les obligations sociales sont constantes et ne peuvent être ignorées sans conséquence. Bien sûr, ma chère, je serai de retour à 4 heures, réponds-tu en embrassant sa main gantée. Une démonstration d'affection appropriée pour un gentleman victorien. Ton majordome te tend ton chapeau, tes gants et ta canne pendant que tu sors par la porte d'entrée. Ta calèche t'attend. Les chevaux sont parfaitement toilettés, le cocher en livrée. En t'installant sur le siège en cuir, tu jettes un regard par la fenêtre et aperçois un ramoneur. Un petit garçon en haillons, couvert de suie. Pendant un instant, vos regards se croisent et quelque chose d'inconfortable remue dans ta poitrine. Puis la calèche avance et le moment disparaît. Les deux Londons continuent leur existence parallèle, l'un de privilèges, de confort et d'excès, l'autre de privation, de lutte et de simple survie. Et la plupart du temps, aucun des deux ne voit vraiment l'autre. Je ne sais pas pour vous, mais quand je pense à l'Angleterre victorienne, je me demande dans quel monde je serais né. Les probabilités disent le plus pauvre. La grande majorité des gens vivaient des vies de privation et de difficultés. Les bals somptueux et les belles maisons de campagne que l'on voit dans les drames d'époque, c'était pour une infime minorité de la société. Je veux dire, imagine te lever le matin et avoir quelqu'un d'autre qui t'habille. En fait, n'essaie pas de trop visualiser ça. C'est bizarre, non ? Genre, il y a un homme adulte dont le travail consiste entièrement à te mettre ton pantalon. Ça doit être gênant les premières dizaines de fois. Mais d'un autre côté, imagine être ce petit ramoneur, grimper dans des espaces si étroits que tes épaules se coincent parfois. Respirer cette suie jour après jour, en sachant que la plupart des garçons dans ta situation n'atteignent pas l'âge adulte. Tout à coup, avoir quelqu'un qui te met ton pantalon ne semble plus si terrible. C'est ça, le truc avec l'histoire. Il est facile de romantiser le passé quand on n'en regarde qu'une seule facette. La vérité est toujours plus compliquée, plus inconfortable. À mesure que la journée avance dans les deux mondes, les contrastes deviennent encore plus frappants. La journée de la famille riche se déroule dans le loisir et le confort. Des réunions dans des bureaux élégamment aménagés, le déjeuner dans des clubs exclusifs, peut-être un peu de shopping dans de beaux magasins où les commerçants s'inclinent presque. Chaque besoin est anticipé et satisfait, souvent avant même qu'ils en aient conscience. Pendant ce temps, la journée du ramoneur est un marathon brutal de souffrance physique. Grimper, gratter, s'étouffer avec la suie, brûlure due au conduit encore chaud, coupures causées par les briques cassées, la peur constante de rester coincé, tout ça pour quelques pennies qui iront surtout au maître ramoneur, avec peut-être une croûte de pain comme repas de midi. Et le pire, c'est que ce système semblait parfaitement naturel aux Victoriens. L'idée que la société soit divisée en classes distinctes avec des droits et des attentes différentes allait de soi. Les riches croyaient sincèrement mériter leur confort, que c'était l'ordre naturel des choses. Et beaucoup de pauvres acceptaient leur sort comme inévitable, se concentrant sur la survie quotidienne plutôt que de se demander pourquoi leurs enfants mouraient pendant que d'autres prospéraient. Il faudrait des décennies de réformes, d'organisations ouvrières et d'éveil social pour commencer à s'attaquer à ces inégalités. Les graines étaient plantées à l'époque victorienne, mais la récolte viendrait bien plus tard.
Alors que la nuit tombe sur Londres, nos deux personnages se préparent à dormir. L'un dans un lit doux et propre, avec des draps frais et l'estomac plein, l'autre sur un tas de chiffons, le corps endolori, le ventre qui gargouille. Même ville, même moment, monde différent. Et tandis que tu es allongé dans ton lit moderne et confortable, peut-être peux-tu réfléchir à quel monde tu aurais habité si tu étais né dans le Londres victorien. Les probabilités disent que tu aurais été bien plus proche de notre petit ramoneur que du gentleman dans sa maison de ville. Une pensée pour laquelle être reconnaissant en t'endormant. Mais pour l'instant, nous laissons nos deux londoniens victoriens se reposer et poursuivrons leur histoire demain. Le contraste entre leurs vies ne fera que devenir plus évident à mesure que nous les suivrons dans le travail, les loisirs, l'éducation et bien plus encore. L'Angleterre victorienne était une société de division brutale, où ta naissance déterminait ton destin d'une manière que nous avons du mal à imaginer aujourd'hui. Dans ton lit douillet, avec l'estomac plein et l'accès à la médecine moderne, tu vis déjà une vie que même le plus riche des Victoriens envierait à certains égards. Garde cette pensée près de toi en t'endormant, entouré de confort qui semblerait magique à des gens d'il y a seulement quelques générations. La lumière du matin traverse les fenêtres ornées de ton bureau, projetant de longs rectangles sur le tapis turc. Il est 10 heures du matin et tu travailles depuis presque 1 heure maintenant. Je mets « travailler » entre guillemets, car ce qui constitue du travail pour un gentleman victorien fortuné serait à peine considéré comme un effort par la plupart des gens. Tu es assis à un immense bureau en acajou, en train d'examiner les comptes de tes domaines de campagne. Les chiffres sont présentés en colonnes parfaites par ton intendant, qui fait en réalité le vrai travail de gestion de tes propriétés. Ton rôle consiste essentiellement à lire ces rapports et à prendre occasionnellement des décisions concernant des investissements ou des améliorations. Ton majordome entre après avoir frappé discrètement. Monsieur Harrington est arrivé, monsieur. Tu lèves les yeux de tes papiers. Ah, oui. Faites-le entrer. Monsieur Harrington est ton solliciteur, en quelque sorte ton avocat et ton conseiller financier réunis. Il appartient à la classe moyenne, a été éduqué dans une bonne école, mais pas exceptionnelle, et gagne confortablement sa vie en gérant les affaires légales de gentlemen comme toi. Il entre en inclinant légèrement la tête, tenant un portefeuille en cuir. Bonjour, monseigneur. J'espère vous trouver en bonne santé. Très bien, Harrington. Quelle nouvelle concernant la propriété de Manchester? Monsieur Harrington s'assoit en face de toi et ouvre son portefeuille. Très prometteur. Monsieur, l'usine est maintenant pleinement opérationnelle et les bénéfices du premier trimestre dépassent nos prévisions de près de 15%. Ce qu'il ne mentionne pas, et ce que tu ne demandes pas, ce sont les conditions à l'intérieur de cette usine. Les journées de travail de 14 heures, les enfants ouvriers, les machines dangereuses sans aucune sécurité, les salaires dérisoires. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est le 15% au-dessus des prévisions. Excellent, dis-tu en t'autorisant un léger sourire. Et les actions ferroviaires se portent aussi admirablement. La nouvelle ligne vers Bristol a pris 20% de valeur depuis votre investissement initial. Et ainsi de suite, une liste de ton argent qui produit encore plus d'argent, sans que tu aies à faire quoi que ce soit qui ressemble à un véritable travail. C'est l'idéal du gentleman victorien, vivre de ses investissements, de ses propriétés et de sa richesse héritée. Se salir les mains avec le commerce ou l'industrie est considéré comme vulgaire, même si beaucoup d'aristocrates investissent secrètement dans ces domaines par l'intermédiaire de personnes comme M. Harrington. Tu n'es pas totalement inutile pour autant. Tu sers comme magistrat dans ton district rural, jugeant des braconniers et des petits voleurs. Tu occupes un siège au Parlement, même si tu y assistes rarement, sauf pour les votes importants. Tu es mécène de plusieurs œuvres de charité, donnant de l'argent et assistant parfois à des événements de collecte de fonds. Tu considères ces activités comme ta contribution à la société, ta noblesse oblige. La réunion avec M. Harrington se termine après environ 1 heure. Tu as pris des décisions impliquant des milliers de livres, plus d'argent qu'un ouvrier d'usine ne verrait en toute une vie, sans rien de plus éprouvant que quelques signatures et hochements de tête. Ce sera tout, monsieur ? Demande ton majordome alors que M. Harrington s'en va. Oui, merci, Wilson. Je pense que je vais aller à mon club pour le déjeuner. Ta journée de travail est pratiquement terminée avant midi. Place aux loisirs. Pendant ce temps, de l'autre côté de Londres, notre ramoneur est au milieu de sa 3e cheminée de la journée. Le conduit est étroit et tortueux, à peine plus large que ses épaules.
La brique est rugueuse contre sa peau, l'écorchant à certains endroits. La suie remplit ses yeux et sa bouche malgré le mouchoir noué sur son visage. La chaleur est intense. Cette cheminée a été utilisée la veille, et les briques conservent encore la chaleur. Plus vite, garçon. Le cri résonne d'en bas, là où le maître ramoneur attend avec impatience. Il nous reste encore 4 maisons après celle-ci. Le garçon, appelons-le Tom, ne gaspille pas son souffle à répondre. Il a besoin de chaque parcelle d'énergie pour continuer à grimper, utilisant ses coudes et ses genoux pour se caler contre les parois du conduit. Sa petite brosse gratte la suie, la faisant tomber en cascade dans la cheminée en dessous. C'est un travail dangereux. Le mois dernier encore, un garçon d'une entreprise de ramonage voisine est resté coincé dans une cheminée. Quand ils ont enfin percé le mur pour l'atteindre, il avait déjà suffoqué. Cela arrive plus souvent que ce que l'on veut bien admettre. Tom atteint enfin le sommet, sa tête dépassant un instant dans l'air frais tant espéré. Londres s'étend sous lui, une forêt de cheminées et de toits enveloppés d'une fumée froide. Pendant un bref instant, il ressent quelque chose qui ressemble à de la liberté, perché au-dessus de la ville qui, autrement, l'écrase. Mais il n'y a pas de temps pour profiter de la vue. Il doit redescendre, ce qui est souvent plus dangereux que la montée. Un seul faux pas et il pourrait tomber sur toute la hauteur de la cheminée. Lorsqu'il ressort enfin dans la cheminée de la cuisine, il est couvert de suie noire de la tête aux pieds. Seul le blanc de ses yeux et le rose de sa langue apparaissent quand il tousse. Il était temps, grogne le maître ramoneur. Nettoie-toi juste assez pour ne pas salir partout. Et ensuite, on passe à la suivante. La servante de cuisine lui jette un regard compatissant et lui tend une tasse d'eau et un morceau de pain quand le maître a le dos tourné. C'est un petit geste, mais dans le monde de Tom, les petites gentillesses sont tout. « Merci, mademoiselle » murmure-t-il en avalant l'eau et en glissant le pain dans sa poche pour plus tard. « De rien, petit » dit-elle. « Mon frère était ramoneur avant de devenir trop grand. Je sais ce que c'est. » Tom hoche la tête avec gratitude. Il existe une solidarité parmi les travailleurs pauvres, une reconnaissance de la souffrance partagée qui crée des moments de lien au milieu de la dureté. Alors que Tom suit son maître dans la rue, il croise un gentleman qui monte dans une belle calèche. C'est toi, le toit riche, en route vers ton club pour le déjeuner. Tes yeux glissent sur Tom sans vraiment le voir. Juste une tache de plus dans le paysage urbain. Tu arrives à ton club, un établissement exclusif sur Pall Mall, où l'adhésion est strictement contrôlée. Aucun commerçant admis, seulement des gentlemen de bonne naissance et bien connectés. Le portier te salue par ton nom, prend ton chapeau et tes gants. À l'intérieur, c'est comme un palais dédié au confort masculin. Profond fauteuil en cuir, boiserie polie, odeur de bon tabac et de brandy. La salle à manger brille de cristal et d'argenterie. Tu rejoins quelques connaissances pour le déjeuner, et la conversation oscille entre politique, affaires et saisons mondaines à venir. J'ai entendu dire que Lady Elizabeth sera chez les Hartington ce soir, mentionne Lord Pembroke, un père au visage rougeau avec qui tu partages quelques investissements ferroviaires. C'est ce qu'on m'a dit, réponds-tu sans t'engager. Excellente famille, les Westmoreland, des lignées aussi anciennes que n'importe lesquelles en Angleterre. Il te lance un regard entendu. Et on dit que la dot de la jeune fille est substantielle. Tu offres un sourire crispé. Tes finances personnelles sont excellentes, mais aucun gentleman ne refuserait une dot généreuse. Le mariage dans ton cercle est autant une transaction commerciale qu'une union émotionnelle. Le déjeuner se compose de 5 services, soupe, poisson, viande, dessert et fromage, accompagnés de vin raffiné. La nourriture est exquise, préparée par un chef français qui gagne un salaire plus élevé que celui de la plupart des fonctionnaires. Tu manges jusqu'à être agréablement rassasié, puis tu te retires dans le fumoir pour un brandy et des cigares. Voilà le travail d'un homme victorien fortuné. Réunions, repas, relations sociales. Le vrai labeur qui génère ta richesse se fait loin de toi, par des gens que tu ne rencontreras jamais. Le déjeuner de Tom, c'est le morceau de pain donné par la servante, mangé à la hâte entre 2 cheminées. C'est à peine suffisant pour continuer, mais il est habitué à la faim. Son maître ne s'arrête pas pour un vrai repas. Le temps, c'est de l'argent, et il y a des cheminées à nettoyer. À la moitié de l'après-midi, Tom a déjà nettoyé 5 cheminées. Son corps est endolori, ses poumons brûlent, et il est couvert de coupures et de bleus. Mais la journée n'est pas finie. Il reste encore une maison.
Celle-ci a une cheminée particulièrement difficile, qui se tord selon un angle étrange. Il te faudra la brosse à long manche pour celle-là, lui dit son maître en lui tendant l'outil. Et fais vite. Lady Harrington donne un dîner ce soir, et elle veut un feu parfait dans son salon. Le nom attire l'attention. Lady Harrington, ta femme. Tom va nettoyer la cheminée de ta maison londonienne. Il entre par l'entrée des domestiques, faisant attention à poser ses pieds sur le chemin de toile disposé par les femmes de chambre spécialement pour cet usage. La maison est en pleine effervescence, préparant le dîner du soir. Les valets de pied polissent l'argenterie, les servantes dépoussièrent les ornements. Le cuisinier crie des ordres dans la cuisine. Tom est conduit dans le grand salon, un espace plus vaste que tout son immeuble de taudis. Des lustres en cristal pendent d'un plafond peint de scènes classiques. Papier peint en soie, miroir doré, et des meubles qui coûtent plus que ce que le maître de Tom gagnera en toute une vie. Et la voilà, ta femme, Lady Harrington, en train de diriger la disposition des bouquets de fleurs. Elle jette à Tom un regard mêlé de dégoût et de résignation. Les ramoneurs sont un mal nécessaire, apportant de la saleté dans sa maison immaculée. Assurez-vous qu'ils ne salissent rien, dit-elle à l'intendante, et que les femmes de chambre dépoussièrent à nouveau quand il aura fini. Tom est invisible, on parle de lui comme s'il ne pouvait ni entendre ni comprendre. C'est normal pour lui. Les riches s'adressent rarement directement aux domestiques, et les ramoneurs sont encore plus bas que les domestiques. Il se met au travail sur la cheminée du salon, conscient que chaque regard guette la moindre erreur. Cette cheminée est particulièrement difficile. Elle n'a pas été nettoyée depuis des mois, et le conduit se rétrécit fortement à mi-hauteur. Je dois faire une pause ici pour parler de quelque chose que beaucoup de gens ignorent à propos des ramoneurs victoriens. Les cheminées se bouchent avec une substance appelée créosote, qui est essentiellement du goudron durci issu de la fumée du bois et du charbon. Elle s'accumule à l'intérieur et peut prendre feu si elle n'est pas retirée régulièrement. Quand une cheminée était vraiment bouchée, les ramoneurs avaient parfois recours à une pratique terrifiante. Ils envoyaient un garçon à l'intérieur, puis allumaient un petit feu en dessous. La chaleur et la fumée forçaient l'enfant à grimper plus vite tout en grattant la créosote. Les enfants se brûlaient, suffoquaient ou tombaient en essayant d'échapper à la chaleur et à la fumée. C'était techniquement illégal dès les années 1840, mais cela continuait, surtout pour des cheminées difficiles comme celle que Tom affronte. Celle-là est vraiment bien coincée, marmonne le maître de Tom en examinant la cheminée. Il regarde autour de lui pour s'assurer qu'aucun membre du personnel n'est proche. On aura peut-être besoin d'un peu d'encouragement. Le cœur de Tom se serre. Il sait ce que cela signifie. « S'il vous plaît, monsieur, murmure-t-il. Je peux le faire correctement sans ça. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. » Le maître réfléchit, puis hoche la tête sèchement. 5 minutes, puis on fait à ma manière. Tom attaque la cheminée avec une énergie désespérée, grattant et brossant, poussant son petit corps dans des espaces qui terrifieraient la plupart des adultes. Il ignore les coupures causées par la brique rugueuse, la suie qui l'étouffe, les étourdissements dus au manque d'air. Tout vaut mieux que l'encouragement. Lorsqu'il ressort 15 minutes plus tard, il a réussi à dégager le pire du bouchon. Son maître examine le travail d'un œil critique, puis fait un signe d'approbation à contre-cœur. « Ça ira. Rassemble tes affaires. On a fini pour aujourd'hui. » Tom rassemble les brosses et les sacs de suie avec des mains tremblantes. La frayeur de tout à l'heure l'a vidé de ses forces. En sortant par l'entrée des domestiques, la cuisinière, voyant son épuisement, lui glisse en secret une tourte à la viande enveloppée dans un tissu pour plus tard, et elle murmure « Tu as l'air à moitié affamé, mon enfant. » C'est une autre petite gentillesse dans un monde qui en offre si peu. Tom serre la tourte comme un trésor, s'imaginant déjà la partager avec ses frères et sœurs plus tard. En sortant dans la rue, il te croise, toi qui rentres pour te changer pour le dîner. Tu remarques le ramoneur quittant ta maison, mais tu n'y penses pas vraiment. Juste un service de plus accompli par ces mains invisibles qui font tourner ton monde sans heurts. C'est la réalité du travail dans l'Angleterre victorienne. Certains dirigent et supervisent, d'autres travaillent jusqu'à ce que leur corps cède. Certains gagnent en 1 minute ce que d'autres ne verront jamais de toute leur vie. Et la plupart acceptent cet arrangement comme naturel, voire voulu par Dieu. Maintenant, changeons de perspective et regardons le travail des femmes dans ces deux mondes. Ta femme ne travaille pas au sens traditionnel. Son rôle est de gérer la maison, superviser les domestiques,
entretenir les relations sociales et représenter le statut de la famille par son apparence et sa conduite. Ce n'est pas facile. La haute société victorienne est régie par d'innombrables règles non écrites, et un seul faux pas peut nuire à la réputation d'une famille. Aujourd'hui, après avoir dirigé les préparatifs du dîner de ce soir, elle a de la correspondance à traiter. Assise à son bureau d'écriture, une délicate pièce en bois de rose qui coûte plus qu'un salaire annuel d'ouvrier, elle répond aux invitations, écrit des lettres de remerciement et envoie des instructions aux commerçants. Sa femme de chambre se tient près d'elle, prête à l'aider au moindre besoin. La relation entre une dame et sa femme de chambre est souvent la plus proche de sa vie, plus intime à bien des égards que celle qu'elle entretient avec son mari. La servante connaît tous ses secrets, l'aide à s'habiller et à se déshabiller, coiffe ses cheveux et lui sert souvent de confidente. Jenkins dit que Lord James sera chez les Hartington ce soir, mentionne ta femme à sa femme de chambre en scellant une lettre à la cire. En effet, madame, répond la servante d'un ton neutre, mais avec une pointe d'intérêt dans la voix. Elle sait que sa maîtresse trouve Lord James amusant. Oui, il revient tout juste d'Inde, apparemment. Il devrait avoir des histoires intéressantes. Elle choisit une autre feuille de papier à en-tête. La robe bleue ce soir, je pense, avec les perles. Excellent choix, madame. Voilà le travail des femmes dans les foyers victoriens aisés. Gérer les relations sociales, maintenir les apparences, superviser les domestiques. C'est contraignant et souvent monotone, mais cela s'accompagne d'un immense privilège. Compare cela au travail des femmes pauvres comme la mère de Tom. Elle est à la laverie depuis l'aube, debout dans une eau bouillante mélangée à un savon agressif, frottant le linge des autres jusqu'à ce que ses mains saignent. La laverie est assourdissante. Des dizaines de femmes battent le linge, le passent dans les essoreuses, crient pour s'entendre au-dessus du vacarme. Son dos la fait souffrir à force de se pencher sur la cuve. Ses mains sont rouges et crevassées, et la vapeur a rendu ses cheveux humides, collés en mèche autour de son visage. Elle paraît avoir 20 ans de plus que son âge. Pour ce travail brutal, elle gagne quelques shillings, à peine de quoi nourrir ses enfants. Et elle est en réalité chanceuse. Comparée à beaucoup de femmes, au moins le lavage est considéré comme un travail respectable. Beaucoup de femmes pauvres se tournent vers la prostitution quand elles ne peuvent pas gagner assez dans les usines ou le service domestique. La célèbre double morale de l'époque victorienne apparaît clairement dans l'attitude envers le travail des femmes. Les femmes de la classe moyenne et supérieure sont censées rester dans une sphère séparée de celle des hommes. La maison est leur domaine et le travail rémunéré serait honteux. Pourtant, les femmes de la classe ouvrière doivent travailler aux côtés des hommes dans les usines, les champs et les ateliers, tout en assumant souvent seules la responsabilité du foyer et des enfants. En fin d'après-midi, nos deux personnages terminent leur journée de travail. Tu rentres chez toi pour te changer pour le dîner, aidé par Jenkins qui a préparé tes vêtements du soir. Redingote noire, gilet blanc, chemise empesée et pantalon noir. Se préparer pour un dîner formel est un rituel qui prend presque 1 heure. La nouvelle eau de Cologne de Paris est arrivée, monsieur, mentionne Jenkins en t'aidant à enfiler ta chemise. Souhaitez-vous l'essayer ce soir? Oui, pourquoi pas? Tu ne penses même pas au coût de ce genre de luxe. La Cologne coûte probablement plus cher que ce que la famille de Tom paie en loyer pour un mois. En bas, la maison est transformée pour la soirée. Les lustres brillent de dizaines de bougies. L'argenterie scintille sur la table dressée pour 12 personnes. Des fleurs fraîches parfument l'air. Le personnel se déplace avec une précision experte, apportant les dernières touches aux préparatifs du dîner. Ta femme apparaît resplendissante dans une robe de soie bleue avec des perles à la gorge et aux poignets. Sa taille, comprimée par un corset serré, semble incroyablement fine. Ses cheveux sont arrangés avec élégance, de petites épingles en diamant captant la lumière. Tu es magnifique, ma chère, dis-tu, et tu le penses vraiment. Quelle que soit la nature pratique de votre mariage, tu peux apprécier sa beauté et l'effort qu'elle fait pour maintenir les apparences. Merci, Charles, dit-elle en ajustant légèrement ta cravate. La voiture est prête quand tu voudras. Pendant ce temps, Tom est enfin rentré chez lui. La pièce du sous-sol, à Seven Dial. Ses frères et sœurs se précipitent pour l'accueillir, leurs yeux s'illuminant quand il sort la tourte à la viande que lui a donnée ta cuisinière. Regardez ce que j'ai eu, annonce-t-il fièrement. Sa mère sourit avec fatigue, assise près du petit feu. Ses mains sont rouges et douloureuses après la lessive de la journée. Que Dieu te bénisse, mon enfant,
dit-elle en prenant la tourte et en la coupant soigneusement en parts, une pour chaque membre de la famille, même partagée entre 5 personnes. C'est un festin comparé à leur ordinaire. En mangeant, Tom raconte sa journée, les cheminées difficiles, la brève vue depuis les toits, la gentillesse de la cuisinière. Il atténue les moments les plus effrayants. Sa mère a déjà bien assez de soucis. Sa petite sœur, Marie, âgée de 8 ans, lui montre ce qu'elle a appris à l'école du dimanche qu'elle fréquente. Elle sait maintenant écrire son nom et reconnaître quelques mots. L'éducation est leur seul espoir d'un avenir meilleur, même si les chances d'avoir assez de scolarité pour que cela fasse une réelle différence sont minces. Après leur maigre repas, la mère de Tom lit à voix haute dans une Bible usée, l'un des rares livres qu'il possède. Malgré leurs difficultés, il y a de l'amour dans cette pièce et des moments de joie au milieu de la lutte. Ils font de leur mieux avec ce qu'ils ont, trouvant de petits plaisirs là où ils le peuvent. Mais lorsqu'ils se couchent pour dormir, tous les 5 dans une seule pièce, le contraste avec ta soirée ne pourrait être plus saisissant. Toi et ta femme arrivez au manoir des Hartington à Mayfair. Votre fiacre rejoint une file de véhicules semblables déposant des invités élégamment vêtus. Des valets en livrée vous aident à descendre de la voiture, et vous entrez dans une demeure encore plus grandiose que la vôtre. La soirée à venir comprendra plusieurs services de mets raffinés, d'excellents vins, de la musique, des conversations et des manœuvres sociales. Vous parlerez de politique, d'investissement et de potins sur des amis absents. Vous observerez qui monte et qui descend dans l'estime de la société. Vous pourriez même approfondir votre relation avec Lady Elizabeth ou son cousin, Lord James. 2 mondes séparés par seulement quelques kilomètres de rues londoniennes. 2 expériences totalement différentes du travail et de la récompense, et aucun ne voit ni ne comprend vraiment l'autre. Je pense parfois à ce fossé quand je suis coincé dans les embouteillages ou que j'attends dans une longue file. Je m'agace, je deviens impatient. Puis je me souviens de Tom dans cette cheminée ou de sa mère debout dans l'eau savonneuse pendant 14 heures. Mes difficultés me paraissent soudain bien dérisoires. L'Angleterre victorienne n'était pas si lointaine, juste quelques générations. Beaucoup des structures sociales qu'ils ont créées influencent encore notre monde aujourd'hui. Les inégalités extrêmes ont diminué d'une certaine façon, augmenté d'une autre. Mais la question fondamentale demeure, comment valorisons-nous les différents types de travail, et pourquoi acceptons-nous des écarts aussi vastes dans les récompenses? Une réflexion à méditer en te rapprochant du sommeil. Dans notre prochain chapitre, nous explorerons comment l'éducation différait entre ces 2 mondes et comment elle façonnait les possibilités futures des enfants riches et pauvres dans l'Angleterre victorienne. Le lendemain matin se lève dans les 2 foyers, le tien à Belgravia et celui de Tom à Seven Dial. Le contraste dans la façon dont les enfants de ces 2 mondes passent leur journée est tout aussi frappant que tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Dans ta maison aisée, ton fils William, disons qu'il a 12 ans, se réveille au son de son valet tirant les rideaux. Oui, même les enfants riches ont leur propre domestique dans l'Angleterre victorienne. Le garçon bâille et s'étire dans son lit à baldaquin, sa chambre presque aussi grande que toute la maison de Tom. « Bonjour, Master William », dit le valet, un jeune homme nommé Peters, qui sert à la fois de domestique et de compagnon à ton fils. « Monsieur Crawford sera ici à 9 heures pour votre leçon de latin. » William gémit. « Encore le latin ? C'est tellement ennuyeux. » « Allons, Master William, dit Peters en disposant les vêtements du garçon. Votre père dit qu'une bonne éducation est le fondement de la vie d'un gentleman. Et qu'est-ce qui constitue une bonne éducation pour un garçon de la classe de William? Un programme axé sur les études classiques, latin, grec, mathématiques, histoire et littérature. Non pas parce que ces matières ont des applications pratiques, mais parce qu'elles marquent quelqu'un comme cultivé et bien élevé. L'objectif n'est pas de préparer William à une profession. Les gentlemen n'ont pas de profession, mais de le préparer pour l'université, probablement Oxford ou Cambridge, où il n'aura des relations avec d'autres jeunes hommes de sa classe. Pour l'instant, William est éduqué à domicile par une série de précepteurs qui viennent chaque jour. Chacun est spécialiste dans son domaine, souvent un ecclésiastique ou un diplômé d'université qui n'a pas tout à fait réussi à obtenir un poste plus prestigieux. Ils sont bien payés selon tes critères, mais restent fermement dans la classe moyenne, occupant une position inconfortable entre serviteurs et égal dans ton foyer. Après un petit déjeuner servi dans la nurserie par une domestique, pain grillé, jambon et chocolat chaud, William s'installe dans la salle d'études pour sa première leçon de la journée.
La salle d'études est un espace dédié, rempli de cartes, de globes, de livres et d'instruments scientifiques. Un mur entier est occupé par une immense bibliothèque remplie de manuels éducatifs et de littérature approuvée. Monsieur Crawford arrive précisément à 9 heures, un homme mince d'une quarantaine d'années, avec des lunettes et des doigts tachés d'encre. Il porte une sacoche en cuir usé contenant des manuels et des papiers. « Bonjour, Master William », dit-il formellement. « J'espère que vous avez terminé votre traduction de Cicéron. » William sort plusieurs feuilles couvertes d'une écriture soignée, bien que réticente. La traduction est médiocre. William trouve le latin fastidieux, mais M. Crawford ne le critique pas trop sévèrement. Le fils d'une famille riche ne peut pas être traité comme un simple écolier, aussi paresseux soit-il. « Oui, Monsieur Crawford, dit-il en parcourant le travail. Quelques erreurs ici et là, mais le sens général est correct. Passons maintenant au passage d'aujourd'hui. » Et ainsi commence 4 heures d'enseignement avant le déjeuner, suivi de 3 autres après. William étudiera les mathématiques avec un autre précepteur l'après-midi, puis aura peut-être une leçon d'escrime ou d'équitation si le temps le permet. L'éducation physique est considérée comme importante pour les garçons de sa classe, non seulement pour la santé, mais pour développer le maintien et les compétences attendues d'un gentleman. Cette éducation est coûteuse. Chaque précepteur facture plusieurs guinées par semaine, mais c'est considéré comme un investissement essentiel pour maintenir la position sociale de la famille. William n'est pas préparé à gagner sa vie. Il est préparé à gérer les domaines et les investissements familiaux qu'il héritera un jour et à prendre sa place dans la haute société. Maintenant, passons à la matinée de Tom. Pas de valet, pas de salle d'études privée, pas de précepteur. Tom est déjà au travail. Nous avons établi qu'il est ramoneur. Son éducation, si on peut l'appeler ainsi, se fait dans des moments volés. Sa petite sœur Marie, en revanche, nous donne une meilleure fenêtre sur l'éducation des enfants pauvres. À 8 ans, elle est encore trop jeune pour travailler à plein temps, même si elle aide sa mère pour la lessive et pour s'occuper du bébé. 3 matins par semaine, elle fréquente une astérisque Rag de School Astérisque, une école de charité destinée aux enfants les plus pauvres. La astérisque Rag de School Astérisque est une seule pièce au-dessus d'une écurie, remplie de 60 enfants de tous âges. Ils sont assis sur des bancs autour de tables en bois grossier, les plus petits devant, les plus grands au fond. Il n'y a qu'une seule enseignante, Miss Perkins, une femme célibataire d'une trentaine d'années, qui voit ce travail comme une œuvre de charité chrétienne. Les conditions horrifieraient les éducateurs modernes. La pièce est glaciale en hiver, étouffante en été. Il y a peu de livres. Les enfants partagent des manuels usés et des ardoises pour écrire. Beaucoup arrivent à l'école affamés, sales et épuisés après avoir aidé leur famille avant et après les cours. Marie arrive juste au moment où Miss Perkins sonne la cloche pour commencer la journée. Elle porte sa seule robe, rapiécée à plusieurs endroits, mais propre. Sa mère insiste sur la propreté, y voyant un rempart contre la déchéance totale. « Bonjour, les enfants », dit Miss Perkins au-dessus des frottements et des chuchotements des 60 élèves agités. « Bonjour, Miss Perkins », répond-il en chœur, d'une voix désordonnée. La journée d'école commence par une lecture de la Bible et des prières. L'instruction religieuse est centrale dans l'éducation des enfants pauvres, en partie parce que beaucoup de astérisques Rag de Schools astérisques sont financés par des groupes religieux, mais aussi parce que les réformateurs victoriens croyaient que l'amélioration morale était plus importante pour les pauvres que la réussite scolaire. Après les prières, les enfants sont divisés par niveau plutôt que par âge. Marie rejoint un groupe qui apprend la lecture de base. Elle est vive et désireuse d'apprendre, mais sa fréquentation est irrégulière. Quand sa mère a besoin d'aide ou qu'il y a un travail payé qu'elle peut faire, l'éducation passe après la survie. Miss Perkins circule entre les groupes, donnant du travail à chacun avant de passer au suivant. Les enfants plus âgés aident souvent à enseigner aux plus jeunes, selon le système monitorial courant dans les écoles pauvres de l'époque. « Marie, peux-tu lire ce passage pour nous ?» demande Miss Perkins en montrant un paragraphe dans le manuel usé qu'elle partage. Marie se concentre, déchiffrant les mots avec soin. Le bon enfant obéit à ses parents et est gentil avec tous. Elle rayonne de fierté d'avoir lu la phrase sans aide. « Très bien, Marie, » dit Miss Perkins avec un sourire. « Maintenant, qui peut me dire ce que signifie astérisque obéir astérisque ? C'est l'éducation réduite à ses éléments les plus basiques, alphabétisation, calcul, instruction religieuse et leçons morales sur le fait de connaître sa place. Pas de latin,
pas de mathématiques avancées, pas de littérature au-delà de simples contes moraux. L'objectif n'est pas d'élever les enfants pauvres hors de leur classe sociale, mais d'en faire de meilleurs membres, plus moraux, de cette même classe. Marie aime l'école malgré ses limites. Les heures passées à apprendre sont un répit face aux corvées domestiques et à la dure réalité de la pauvreté. Elle chérit les connaissances qu'elle acquiert, y voyant à juste titre un possible chemin vers quelque chose de meilleur. Miss Perkins dit que je lis mieux que tout le monde dans mon groupe, dit-elle fièrement à sa mère en rentrant à la maison à midi. Sa mère sourit avec fatigue en essorant le linge dans leur unique pièce. C'est merveilleux, ma chérie. Peut-être que tu seras vendeuse un jour avec une lecture comme ça. C'est le sommet de l'ambition éducative pour la plupart des familles pauvres. Pas l'université ni les professions, mais peut-être une catégorie de travail légèrement meilleure que celle de leurs parents. Une vendeuse au lieu d'une lavandière, un employé de bureau au lieu d'un ouvrier d'usine. Tu sais ce qui me paraît vraiment fou dans l'éducation victorienne? La certitude absolue qu'ils avaient sur ce que chaque classe sociale devait apprendre. Il n'y avait aucune idée qu'un enfant pauvre puisse avoir la même capacité intellectuelle ou le même potentiel qu'un enfant riche. L'éducation était conçue pour renforcer les frontières de classe, pas pour les dépasser. Attends, laisse-moi te donner un exemple précis qui illustre bien cela. En 1862, il y a eu une réforme de l'éducation appelée le Astérisque Revise de Code Astérisque, qui a introduit ce qu'on appelait le paiement au résultat. Les écoles pour enfants pauvres recevaient des financements de l'État en fonction des performances de leurs élèves lors d'examens annuels de lecture, d'écriture et d'arithmétique. Ça semble raisonnable, non? Mais voici le problème, les exigences étaient incroyablement basiques. À 11 ans, on attendait seulement que les enfants puissent lire un court paragraphe d'un journal, écrire sous dictée et faire des calculs simples. C'était considéré comme une éducation suffisante pour les enfants de la classe ouvrière. Pendant ce temps, les enfants riches du même âge étudiaient le latin, le grec, l'algèbre et la littérature classique. Le système n'était pas conçu pour repérer les enfants pauvres talentueux et les aider à progresser. Il était conçu pour donner aux enfants pauvres juste assez d'éducation pour être des travailleurs utiles, tout en s'assurant qu'ils ne développent pas d'aspiration au-dessus de leurs conditions. De retour dans ton foyer aisé, l'éducation de William se poursuit avec son professeur de mathématiques, M. Baxter. Contrairement à M. Crawford, qui traite le latin comme un exercice intellectuel, M. Baxter essaie de relier les mathématiques à des préoccupations pratiques. Maintenant, Maître William, supposons que vous héritiez d'un domaine qui rapporte 5 000 $ par an, mais qui comporte des hypothèques nécessitant des paiements de 2 cents $ par an. Si vous souhaitez maintenir une résidence à Londres coûtant 8 cents $ par an et faire vivre une famille pour 1 500 $ par an, combien vous reste-t-il pour les investissements et les améliorations? William calcule rapidement. 1 500 $, monsieur. Correct. Et si ces investissements rapportent 5% par an, quel revenu supplémentaire aurez-vous après un an? 75, monsieur. Très bien. Vous voyez, les mathématiques ont des applications pratiques pour un gentleman qui gère ses affaires. C'est ce qui se rapproche le plus, dans l'éducation de William, d'une formation professionnelle, apprendre à gérer la richesse qu'il héritera. On ne lui enseignera pas un métier ou une profession qui serait jugée indigne de son rang. S'il n'était pas l'aîné, celui qui héritera de la plus grande partie de la fortune familiale, il serait peut-être préparé pour l'Église, l'armée ou éventuellement le service diplomatique, des occupations acceptables pour les fils cadets de bonne famille. La sœur de William, Emma, reçoit une éducation entièrement différente. À 14 ans, elle étudie avec une gouvernante plutôt qu'avec des tuteurs. Son programme comprend le français, la musique, le dessin, la broderie, et suffisamment d'histoire et de littérature pour faire d'elle une interlocutrice agréable. Le but est de la préparer au mariage, pas à la réussite intellectuelle. Miss Harrington, la gouvernante, observe Emma pendant qu'elle s'exerce au piano dans le salon. La position de vos poignets n'est toujours pas tout à fait correcte, Miss Emma. Souvenez-vous, les talents d'une jeune fille reflètent son éducation. Emma ajuste ses poignets en réprimant un soupir. Elle aime réellement lire et a l'esprit vif, mais son éducation est conçue pour la rendre décorative plutôt que savante. L'apprentissage approfondi chez les femmes est considéré comme peu féminin et peut être dangereux. Les autorités médicales avertissent que cela pourrait détourner l'énergie des organes reproducteurs vers le cerveau, rendant les femmes stériles ou sujettes à l'hystérie.
Devrais-je jouer chez Lady Hartington lors du dîner la semaine prochaine ? Demande Emma, espérant que la réponse soit non. Elle trouve éprouvant de jouer devant des invités. Votre mère pense qu'il serait approprié que vous jouiez un morceau, répond Miss Harrington. Lord James sera présent, et il est connu pour apprécier la musique. Emma rougit légèrement. À 14 ans, elle est déjà subtilement préparée au marché du mariage, même si son entrée officielle dans la société n'aura lieu que dans quelques années. Son éducation, ses talents, même ses interactions sociales soigneusement surveillées, sont toutes conçues dans un seul but, assurer un mariage avantageux. Pendant ce temps, l'éducation de Marie à l'école des pauvres se poursuit avec une leçon d'arithmétique. Les enfants travaillent sur des ardoises, en s'exerçant à des calculs simples. L'orientation pratique est évidente. Ils apprennent à calculer des salaires, à mesurer du tissu et à rendre la monnaie. Ce sont les compétences mathématiques nécessaires à la vie de la classe ouvrière. S'il vous plaît, Miss, Marie lève la main. Quand apprendrons-nous à bien écrire ? Mon frère dit qu'il pourrait trouver un meilleur travail s'il savait écrire des lettres. Miss Perkins paraît compatissante mais réaliste. Nous commencerons l'écriture cursive le mois prochain pour ceux qui maîtrisent leurs calculs, Marie. Mais souviens-toi, pour la plupart des emplois, la lecture est plus importante que l'écriture. C'est une autre différence frappante dans les objectifs éducatifs. On apprend aux enfants pauvres à lire des instructions, des panneaux et des textes simples, des compétences nécessaires pour les travaux manuels et de service. L'écriture est jugée moins essentielle, car la plupart des emplois qui leur sont accessibles consistent à suivre des ordres, non à en donner. En début d'après-midi, la journée scolaire de Marie se termine. L'école fonctionne sur un horaire de demi-journée, partant du principe que les enfants pauvres doivent consacrer le reste du temps à la survie de leur famille. Marie rentre chez elle pour aider sa mère à terminer la lessive, l'esprit encore occupé par les leçons du jour. Maman, Miss Perkins dit que je pourrais obtenir une bourse pour l'école de charité si je continue à bien apprendre, dit-elle en pliant le linge propre. Sa mère lève les yeux, partagée. Une école de charité signifierait plus d'éducation, peut-être même jusqu'à 12 ou 13 ans. Mais cela signifierait aussi des années sans la contribution de Marie au revenu familial. On verra, ma chérie, dit-elle, ne voulant pas décourager les espoirs de sa fille tout en restant réaliste sur leur situation. Ce serait une belle chose, mais nous avons besoin de chaque sou, surtout avec le bébé qui arrive. Marie hoche la tête, comprenant la réalité implicite. L'éducation est un luxe quand la survie est en jeu. À Belgravia, la journée éducative de William touche à sa fin avec son dernier tuteur, M. Thompson, qui enseigne l'histoire et la géographie. La leçon d'aujourd'hui porte sur l'Empire britannique, cette vaste étendue rose couvrant presque un quart du globe sur la carte de la salle d'études. L'Empire, maître William, est la plus grande réussite de la Grande-Bretagne, explique M. Thompson en montrant les territoires, du Canada à l'Australie, de l'Inde à l'Afrique. Nous apportons la civilisation, le christianisme et le commerce au peuple primitif. Il est du devoir du gentleman britannique de gouverner ces territoires avec sagesse. C'est l'éducation comme endoctrinement impérial, préparant William à sa place dans une classe dirigeante qui gouverne non seulement la Grande-Bretagne, mais une part considérable de la population mondiale. On ne remet pas en question le droit de la Grande-Bretagne sur ces territoires, on n'examine pas l'exploitation qui sous-tend le projet impérial. On apprend à William que gouverner est son droit de naissance, chez lui comme à l'étranger. Après la fin de ses leçons, William a du temps libre avant le dîner. Il se rend dans le jardin où Peter a installé son nouveau jeu de cricket, un cadeau d'anniversaire. L'éducation physique par le sport est considérée comme essentielle pour les garçons de sa classe, enseignant le travail d'équipe, le leadership et le concept de fair play qui sous-tend le code de conduite du gentleman. Alors que William s'exerce à lancer la balle, son père rentre de son club et s'arrête pour le regarder. Ces moments d'attention paternelle sont rares et précieux dans les familles victoriennes aisées, où les pères sont souvent des figures distantes. « Bon geste, William », dites-vous brièvement en posant une main sur l'épaule de votre fils. « Crawford me dit que ton latin s'améliore. » William se tient un peu plus droit. « Oui, père. Je m'exerce aux déclinaisons que vous m'avez montrées. »« Excellent. Peut-être seras-tu prêt pour Harrow l'an prochain, alors. » Cette mention désinvolte de l'internat provoque une vague d'anxiété chez William. À 13 ans, les garçons de sa classe quittent généralement la maison pour des écoles publiques comme Eton, Harrow ou Rugby.
Ces institutions sont des pépinières pour les futurs dirigeants de l'Empire, des lieux où les garçons apprennent non seulement des matières académiques, mais aussi les codes non écrits du comportement masculin de la haute société. Le programme de ces écoles reste fortement classique, avec un accent sur le latin, le grec et les mathématiques. Les conditions sont souvent dures selon les standards modernes: dortoirs froids, nourriture médiocre, discipline sévère et harcèlement institutionnalisé. Mais les relations sociales qui s'y forment façonneront le reste de la vie de William. « Je travaillerai dur pour être prêt, père », dit William en cachant son appréhension. Vous hochez la tête, satisfait, et entrez dans la maison. Vous-même avez fréquenté Eton, tout comme votre père et votre grand-père. C'est simplement ce que font les hommes de votre classe. La possibilité que William n'y aille pas, ou qu'il fréquente un autre type d'école, ne vous traverse même pas l'esprit. Cette certitude concernant les parcours éducatifs est courante dans toutes les classes de l'Angleterre victorienne. Les enfants sont préparés aux vies qu'on attend d'eux, sans que l'on tienne vraiment compte de leurs talents ou désirs individuels. Le système éducatif est conçu pour reproduire l'ordre social existant, non pour le remettre en question. Et pourtant, malgré ces structures rigides, il y a toujours des exceptions. Des enfants pauvres qui trouvent des chemins vers une éducation au-delà de ce que leur naissance laisserait prévoir, des enfants riches qui rejettent les avenirs tracés pour eux. Ces exceptions sont rares mais significatives, prouvant que le potentiel humain peut parfois transcender même les systèmes sociaux les plus stratifiés. Alors que la journée se termine dans les deux foyers, les enfants se préparent à dormir avec des perspectives très différentes devant eux. William ira probablement à l'université, héritera de richesses et prendra sa place parmi la classe dirigeante britannique. Marie pourrait, avec de la chance et de la détermination, obtenir un travail légèrement meilleur que celui de sa mère, mais ses horizons sont sévèrement limités par le genre et la classe sociale. Tom, rentrant épuisé d'une nouvelle journée de ramonage, a encore moins de perspectives. Quand il sera trop grand pour grimper dans les cheminées, ses poumons seront abîmés par la suie, son corps freiné par la malnutrition et le travail. Sans éducation, ses options se limiteront au travail manuel, s'il survit jusqu'à l'âge adulte. C'est le paysage éducatif de l'Angleterre victorienne, un système conçu non pour créer des opportunités, mais pour préparer chaque classe à son rôle prédéterminé. Les divisions marquées que nous avons vues dans le logement, l'alimentation et le travail sont renforcées et perpétuées par l'éducation, garantissant que les enfants des riches restent riches tandis que les enfants des pauvres restent pauvres. Pourtant, même dans ces contraintes, l'esprit humain cherche la connaissance et le progrès. Marie chérit sa scolarité limitée, trouvant de la joie dans l'apprentissage malgré ses limites pratiques. Et si William peut considérer ses privilèges éducatifs comme acquis, le savoir qu'il acquiert possède une valeur intrinsèque au-delà de sa fonction sociale. Dans notre prochain chapitre, nous explorerons comment les différentes classes de l'Angleterre victorienne passaient leur temps libre. Comment elles jouaient, se détendaient et se divertissaient lorsque le travail et l'éducation étaient terminés. Même dans leurs moments de joie et de loisirs, le fossé entre riches et pauvres restait immense. Pourtant, il existait des recoupements surprenants et des plaisirs partagés qui traversaient les frontières de classe. À mesure que vous vous rapprochez du sommeil, réfléchissez à la façon dont l'éducation a façonné votre propre vie et vos opportunités. La plupart d'entre nous ont aujourd'hui accès à un apprentissage que même les Victoriens les plus riches n'auraient pu imaginer. C'est un privilège qu'ils auraient bien compris, même si la distribution démocratique de ce privilège les aurait sans doute choqués. Le week-end arrive dans nos deux mondes victoriens, un concept qui signifie des choses très différentes selon la classe sociale. Pour les riches, les week-ends sont consacrés aux loisirs et à la mise en scène sociale. Pour les pauvres, ils peuvent apporter un répit partiel du travail, mais rarement un repos complet. Commençons par votre samedi en tant que gentleman victorien fortuné. Vous vous réveillez plus tard que d'habitude, peut-être à 8 heures au lieu de 7, et profitez d'un petit déjeuner tranquille avec les journaux du matin. The Times pour les nouvelles sérieuses, peut-être Punch pour l'humour et les commentaires sociaux. Votre majordome a repassé les journaux pour enlever l'encre qui pourrait salir vos doigts, l'un des innombrables services invisibles rendus pour votre confort. Allez-vous monter à cheval au parc ce matin, monsieur ? Demande Jenkins en vous aidant à vous habiller en tenue matinale décontractée, ce qui implique tout de même une veste, un gilet et une cravate correctement nouée. Oui, je pense. Faites préparer la jument baille par Thompson. L'équitation à Hyde Park, en particulier le long de la célèbre allée appelée Rotten Row, est autant un rituel social qu'un exercice.
Entre 10h et 13h, le parc devient une vitrine pour les riches et les bien connectés. Dames et messieurs exhibent leur maîtrise de l'équitation, leurs superbes montures et leurs élégantes tenues, tout en échangeant salutations et ragots. Votre jument baille est un magnifique animal qui vaut plus que le salaire annuel d'un ouvrier. Son pelage brille grâce aux soins quotidiens des palefreniers. Vos bottes d'équitation à elles seules coûtent plus que ce que la famille de Tom dépense en nourriture en un mois, tandis que vous trottez sur le sable de Rotenro. Vous échangez des signes de tête et de brèves conversations avec des connaissances. C'est une parfaite journée de printemps, le genre de journée qui rend même Londres frais et plein de promesses. Harrington, ravi de vous voir dehors, dit Lord Pembroke en rapprochant son étalon du vôtre. Je pensais que vous vous remettriez encore du dîner chez les Hartington. C'était plutôt tard, non? Vous souriez. Pas trop. Je suis parti avant le pire. Sage décision. J'ai vu Westmulan porter sa fille jusqu'à la voiture à 3h du matin. La pauvre était épuisée. Il vous lance un regard entendu. Lady Elizabeth semblait assez séduite par vous, au passage. C'est le loisir au service de sa fonction sociale, la détente combinée au réseautage, à la cour et à l'affichage de statuts. Même le choix de votre cheval et la manière dont vous le montez contribuent à votre capital social. Après votre promenade, vous pourriez déjeuner à votre club, puis assister à un match de cricket à Lorès ou aller aux courses si c'est la saison. Les événements sportifs sont d'importantes occasions sociales, des moments pour voir et être vus tout en appréciant la compétition. Le jeu d'argent est une composante courante des loisirs des riches. Non pas les paris désespérés des pauvres, mais une prise de risque élégante et contrôlée qui démontre à la fois votre richesse et votre attitude sportive. Vous pourriez miser des sommes importantes sur des chevaux ou des matchs de cricket, ou jouer aux cartes pour des enjeux élevés dans votre club. Perdre avec élégance, sans montrer de soucis pour les montants, vous marque comme un véritable gentleman. Changeons de quartier pour voir comment Tom et sa famille passent leur samedi. Pour Tom, le samedi signifie une demi-journée de travail au lieu des 14 heures habituelles. Il se lève toujours avant l'aube pour ramoner les cheminées, mais termine vers 14 heures. Cette demi-journée est une réforme victorienne destinée à offrir aux travailleurs un peu de temps libre, bien que de nombreux employeurs trouvent des moyens de la contourner. Tom rentre chez lui avec son maigre salaire, peut-être 5 shillings pour la semaine, dont la plus grande partie va directement à sa mère pour la nourriture et le loyer. Mais il a gardé un penny de côté, une extravagance rare pour le divertissement du samedi. « Je peux aller au Penny Gaff avec Eddie ?» demande-t-il à sa mère, en parlant d'un théâtre de quartier bon marché qui propose des spectacles de variété. Sa mère hésite. Les Penny Gaff ont une réputation douteuse. Ils sont souvent bruyants et présentent parfois des contenus peu appropriés pour les enfants. Mais Tom travaille dur toute la semaine et les plaisirs de l'enfance sont rares dans son monde. « Juste 1 heure, dit-elle finalement, et tu rentres tout de suite après. » Tom sourit et se précipite dehors pour retrouver son ami, un autre garçon maigre qui vit 3 portes plus loin. Ensemble, ils se dirigent vers le Penny Gaff, une boutique reconvertie où des bancs en bois font face à une petite scène surélevée. Pour leur penny d'entrée, ils verront un programme varié de chansons, de danse, de sketchs comiques et peut-être un mélodrame aux méchants et héros exagérés. Le public est principalement composé d'ouvriers, d'employés d'usines, de domestiques pendant leur demi-journée de repos, de vendeurs ambulants et de journaliers. L'atmosphère est bruyante, les spectateurs interpellent les artistes, chantent avec les chansons connues et expriment librement leur approbation ou leur désapprobation. « Regarde, ils ont Funny Joe ce soir », dit Eddie avec enthousiasme en montrant une affiche grossière faisant la publicité d'un comédien populaire. « Mon frère dit qu'il fait un numéro avec un cochon vivant qui te fera rire à en pleurer. » Les garçons trouvent des places sur un banc près du fond, leur petite taille rendant difficile la vue par-dessus les adultes devant eux. L'air est épais de fumée de tabac, d'odeur de bière et de corps mal lavés. Ce n'est pas quelque chose que Tom remarque vraiment, lui qui est de toute façon couvert en permanence de suie de cheminée. Le spectacle commence par une chanteuse, une femme vêtue d'un costume voyant, qui interprète des ballades de music-hall aux paroles suggestives qui passent au-dessus de la tête de Tom mais provoquent des rires entendus chez les adultes. Puis vient un homme qui jongle avec des couteaux, une fille qui danse sur un ballon, et enfin Funny Joe lui-même avec son cochon dressé. La représentation est grossière selon les standards de la haute société, mais elle offre de vrais éclats de rire et quelques instants d'émerveillement à Tom. C'est un divertissement qui parle directement aux expériences et à l'humour de la classe ouvrière,
sans les prétentions ni l'instruction morale du divertissement améliorant proposé par les réformateurs de la classe moyenne. Quand le spectacle se termine, Tom et Eddie se répandent dans la rue avec le reste du public, riant encore des pitreries de Funny Joe. « Bon sang, ça valait largement un penny », déclare Eddie. « Et tu vas faire quoi du reste de ta demi-journée, alors ?» Tom hausse les épaules. « Aider maman avec la lessive. »« Probablement toi ?»« Mon père nous emmène au combat de chiens derrière le Bull and Crown. »« Tu viens ?» Tom secoue la tête. « Je ne peux pas. J'ai promis à maman de rentrer tout de suite. » Les sports d'animaux, combats de chiens, chasse aux rats, combats de coqs, sont des divertissements populaires dans la classe ouvrière. Bien qu'ils soient techniquement illégaux, ils offrent excitation, rassemblement social et la possibilité de parier de petites sommes qui peuvent se transformer en montants significatifs. Mais la mère de Tom désapprouve, estimant que ces spectacles brutalisent ceux qui les regardent. À la place, Tom rentre chez lui pour aider aux tâches ménagères. Les loisirs des enfants pauvres sont souvent limités et entrecoupés de travail. Même le jeu imite fréquemment le labeur des adultes. Les filles jouent à tenir la maison, les garçons au métier qu'ils pourraient exercer plus tard. Pourtant, il existe des moments de véritable joie enfantine. Après avoir aidé à la lessive, Tom rejoint un groupe d'enfants du quartier pour un jeu de rue appelé King of a Castle, utilisant un tas de gravats comme forteresse. Le jeu est physique, compétitif et offre une rare occasion de maîtrise et de contrôle dans des vies largement définies par la soumission à l'autorité des adultes. Revenons maintenant à votre soirée en tant que riche victorien. Le samedi soir peut signifier un dîner, un bal, ou peut-être le théâtre ou l'opéra. Ce soir, vous et votre épouse assistez à une représentation au Royal Opera House, suivie d'un souper tardif chez Lady Pembroke. Vos vêtements de soirée sont encore plus formels que vos habits de jour. Une redingote noire à queue de pie avec revers en satin, un gilet blanc, un nœud papillon blanc et un pantalon noir avec une bande de satin le long de chaque jambe. Votre femme porte une robe de soirée au décolleté prononcé, ses cheveux soigneusement arrangés avec des épingles serties de bijoux, de longs gants montant au-dessus des coudes. Votre voiture privée vous conduit jusqu'à l'opéra, où l'on vous installe dans votre loge. Ces loges, louées par abonnement pour la saison, servent autant à voir et à être vues qu'à regarder le spectacle. Les lorgnettes sont utilisées aussi souvent pour observer les autres spectateurs que pour regarder la scène. Les Westmoreland sont là, murmure votre épouse en indiquant discrètement une loge de l'autre côté du théâtre, où Lady Elizabeth est assise avec ses parents, et il y a aussi Lord James avec eux. Vous levez vos jumelles d'opéra pour jeter un coup d'œil discret. Lady Elizabeth est effectivement présente, très élégante dans une robe bleu pâle. Lord James est assis à côté d'elle, beau et bronzé par son séjour en Inde. Vous ressentez un léger pincement, pas exactement de la jalousie, mais la conscience que les arrangements matrimoniaux peuvent changer rapidement dans votre cercle social. La représentation est la Traviata de Verdi, chantée en italien. Vous comprenez suffisamment pour suivre, ayant reçu l'éducation classique dont nous avons parlé plus tôt. Votre épouse, instruite par des gouvernantes plutôt que par des tuteurs, se repose davantage sur le programme imprimé et sur sa connaissance générale de l'histoire. Pendant l'entracte, vous vous promenez dans le grand foyer, échangeant des salutations avec des connaissances. C'est une autre forme de travail social déguisé en loisir, entretenir des relations, recueillir des informations, évaluer les subtils changements de statut et d'alliance qui définissent la haute société. « Ah, Harrington !» s'exclame Lord Weston en s'approchant, sa fille et son neveu à ses côtés. Appréciant la représentation en effet, bien que je pense que leur dernier verdi était plus fort. Tout à fait. Vous connaissez ma fille, Lady Elizabeth, bien sûr, et mon neveu, Lord James. Vous vous inclinez sur la main de Lady Elizabeth. Quel plaisir de vous revoir, Lady Elizabeth. Elle fait une révérence, les yeux baissés dans la pudeur convenable d'une jeune fille. Lord Harrington, Lord James vous serre la main avec une familiarité coloniale. Harrington, content de vous voir. Votre épouse est radieuse ce soir. Une subtile danse se joue ici. Lord Weston exhibant sa fille comme un bel objet, Lord James vous évaluant comme possible rival. Votre épouse et Lady Elizabeth maintiennent un décor féminin approprié tout en communiquant des volumes par des regards et de légers gestes. C'est le loisir en tant que performance, en tant que négociation sociale, en tant qu'affaire. L'opéra lui-même est presque secondaire par rapport à ces interactions complexes. Après la représentation et un souper tardif chez Lady Pembroke,
Une autre occasion d'exposition sociale et de contact. Vous et votre épouse rentrez chez vous bien après minuit. Vos domestiques, bien sûr, vous ont attendu malgré leur fatigue. Ils vous aident à vous déshabiller, vous préparent pour le sommeil et seulement alors cherchent leur propre repos. Le samedi soir de Tom est considérablement différent. Après ces jeux de rue, il rentre pour un simple souper, peut-être du pain et du suif, ou une soupe de pommes de terre s'ils ont de la chance. Ensuite, la famille se réunit autour de leur petit feu alors que le père de Tom revient de sa journée de travail comme maçon. Malgré leur pauvreté, c'est un moment de véritable unité familiale. Le père de Tom, habituellement taciturne d'épuisement, raconte des histoires de son enfance dans le Yorkshire rural. Sa mère raccommode les chaussettes à la lumière de leur unique bougie. Marie s'exerce à lire à voix haute à partir d'un vieux fascicule emprunté à un voisin. Astérisque la malédiction du pharaon Astérisque, chapitre 3. Elle lit attentivement, Lord Blackwood entra dans l'ancienne tombe. Sa torche projetant des ombres étranges sur les murs couverts de hiéroglyphes. Ces « Penny Dreadful » et fascicules sont l'équivalent ouvrier des romans, bon marché, sensationnels, souvent gothiques ou mélodramatiques, offrant évasion et excitation dans des vies définies par la routine et la difficulté. Tom écoute, captivé, tandis que Marie lit les aventures de momies maudites et d'explorateurs courageux. Ces histoires offrent des fenêtres sur des mondes qu'il ne verra jamais, des expériences qu'il ne vivra jamais. Ce sont de purs fantasmes, mais ils élargissent son imagination au-delà des limites étroites de Seven Dial. Après l'histoire, il peut y avoir de la musique. Le père de Tom joue de la flûte en étain, compétence apprise dans sa jeunesse. Les airs sont des chansons folkloriques transmises de génération en génération, jouées de mémoire plutôt qu'à partir de partitions. Les enfants peuvent chanter ou même danser dans l'espace restreint, créant de la joie malgré leurs circonstances. Vers 21h, la famille se prépare à dormir. La seule pièce sert de chambre à coucher pour tous, la notion d'intimité leur est étrangère. Ils dorment proches pour se réchauffer et se réconforter. Les enfants sont souvent entassés sur des paillasses sur le sol. Cette scène, la famille ouvrière rassemblée autour de son feu pour un simple divertissement, est devenue une image forte dans la culture victorienne. Les observateurs des classes moyennes et hautes ont souvent romantisé ces moments, voyant en eux un bonheur pur et simple supposément perdu par les riches dans leur quête de plaisir sophistiqué. La réalité, bien sûr, était plus complexe. Oui, il y avait une vraie joie et de la connexion dans ces réunions familiales, mais elle existait parallèlement à une anxiété constante concernant l'argent, la santé et la survie. La simplicité était née de la nécessité, non du choix. Le dimanche apporte des rythmes de loisirs différents pour les deux classes. Pour vous et votre famille aisée, le dimanche signifie assister à l'église. Non seulement pour l'observance religieuse, mais aussi comme une autre occasion de démonstration sociale. Votre banc familial, souvent fermé et parfois avec sa propre entrée, montre votre statut dans la paroisse. Vos dons soutiennent l'église et fournissent une justification morale à votre privilège. Après l'église vient le dîner du dimanche, le repas le plus formel de la semaine, souvent avec la famille élargie ou des amis proches invités. L'après-midi peut être consacré à des activités tranquilles considérées comme appropriées pour le sabbat, lecture d'œuvres littéraires, promenades décentes, peut-être musique sacrée, jeux et sports, les divertissements frivoles étant découragés, du moins dans les foyers respectant la piété victorienne. Pour la famille de Tom, le dimanche est également centré sur l'église, bien que leur expérience diffère grandement de la vôtre. Ils assistent à une chapelle ouvrière plutôt qu'à votre église paroissiale élégante. Le service est plus long, le sermon plus axé sur le péché et la rédemption que sur l'amélioration morale générale. Il n'y a pas de bancs familiaux. Les places sont sur des bancs sans dossier, les meilleurs endroits près du devant étant souvent réservés aux donateurs réguliers, même modestes. Après la chapelle, la famille de Tom peut se permettre le meilleur repas de la semaine, peut-être même un petit morceau de viande, un luxe réservé au dimanche. L'après-midi peut inclure une promenade dans un parc public si le temps le permet, ou des visites chez des voisins et des proches. Malgré le découragement officiel des loisirs du dimanche, les quartiers ouvriers s'animent souvent ce jour-là, le seul où la plupart des habitants sont libres. Une chose qui fascine toujours dans les loisirs victoriens est leur forte ségrégation par classe. Et pourtant certaines formes de divertissement franchissaient les barrières sociales. Le music hall, par exemple, a commencé comme un divertissement ouvrier mais a fini par attirer des publics de la classe moyenne et même supérieure,
bien qu'ils soient assis dans des sections différentes et fréquentent des salles distinctes. De même, certains événements sportifs, notamment les courses de chevaux, attiraient des spectateurs de toutes classes, bien qu'ils en vivent l'expérience très différemment. Les riches depuis des loges privées ou des enclos réservés, les ouvriers depuis des espaces généraux plus bon marché et plus bondés. Je suis également frappé de voir à quel point les loisirs victoriens étaient communautaires, comparés à nos divertissements souvent solitaires aujourd'hui. Riches ou pauvres, les Victoriens cherchaient le plaisir ensemble, dans les théâtres, les parcs, les églises et les foyers. Peu avaient l'espace privé ou les ressources pour des activités entièrement solitaires. Même la lecture, activité apparemment solitaire, se faisait souvent dans des espaces partagés, parfois à voix haute. Les familles se rassemblaient pour écouter un membre lire un livre ou un journal. Les lectures publiques d'auteurs comme Charles Dickens attiraient des foules importantes de toute classe sociale. L'idée que chaque membre d'un foyer se retire dans une pièce séparée avec des dispositifs de divertissement individuels aurait semblé étrange, voire inquiétante, aux Victoriens de n'importe quelle classe. Lorsque le dimanche soir tombe dans les deux foyers, chacun se prépare pour la semaine à venir. Vos domestiques préparent vos habits de travail pour lundi, tandis que votre épouse consulte son agenda social. La mécanique de la vie des riches victoriens exige une attention constante, même pendant les moments de loisirs apparents. Dans Seven Dial, Tom et sa famille se préparent également pour une nouvelle semaine de travail. Les vêtements sont disposés, les repas simples planifiés, les sous comptés pour s'assurer qu'ils dureront jusqu'au prochain jour de paix. Leur loisir a été bref mais réel, des moments de joie et de liens arrachés à des vies autrement dominées par le travail et l'inquiétude. Le contraste des loisirs entre riches et pauvres dans l'Angleterre victorienne ne concernait pas seulement des activités ou des lieux différents. Il reflétait des rapports fondamentalement différents au temps, à l'espace et aux attentes sociales. Les riches avaient le loisir comme une attente, les pauvres comme une exception. Les riches utilisaient le loisir pour renforcer les liens sociaux et le statut, les pauvres pour échapper, même brièvement, aux dures réalités de leur existence. Pourtant, dans les deux mondes, les gens recherchaient les mêmes éléments fondamentaux pendant leur temps libre: plaisir, lien, évasion et sens. Les formes différaient énormément, mais les besoins humains sous-jacents restaient constants à travers le vaste fossé social. Dans notre prochain chapitre, nous explorerons peut-être le contraste le plus saisissant entre la vie des riches et des pauvres à l'époque victorienne: la santé, la maladie et les soins médicaux. Comment la maladie affectait les différentes classes, comment elles cherchaient à se soigner, et comment vos chances de survie dépendaient dramatiquement de votre position sociale. C'est une fenêtre à la fois sobre et fascinante sur la vie et la mort à l'époque victorienne, où votre adresse déterminait souvent si vous viviez ou mouriez de la même maladie. Le brouillard du matin s'étend lourdement sur Londres, s'infiltrant à travers les fissures des fenêtres et sous les portes. Ce n'est pas un brouillard ordinaire. C'est le fameux astérisque PEA sous astérisque, un mélange toxique de fumée de charbon et de brume naturelle qui rend l'air presque mâchable. Dans nos deux foyers, le vôtre à Belgravia et celui de Tom à Seven Dial, quelqu'un tousse. La maladie était peut-être le plus grand égalisateur dans l'Angleterre victorienne. Elle pouvait frapper n'importe qui, riche ou pauvre. Mais que se passait-il après la maladie? C'est là que l'égalité s'arrêtait et que les divisions frappantes de la société victorienne devenaient des questions de vie ou de mort. Dans votre élégante maison de Belgravia, c'est votre plus jeune enfant, Charlotte, 4 ans, qui se réveille avec une toux rauque et les joues rouges. Sa nurse le remarque immédiatement. Elle dort dans une pièce adjacente spécifiquement pour surveiller l'enfant pendant la nuit. Miss Charlotte semble fiévreuse, madame, rapporte la nurse à votre épouse dès qu'elle est habillée. Je me suis permis de faire venir le docteur Reynolds. Votre épouse se rend immédiatement à la nurserie, une pièce lumineuse et aérée au sommet de la maison. Charlotte est allongée dans son petit lit, son visage anormalement rose sur la taie blanche. La pièce est chauffée par un feu bien entretenu, les fenêtres fermées contre l'air brumeux extérieur. « Maman », dit Charlotte faiblement en tendant sa petite main. « J'ai mal à la poitrine. » Votre épouse prend la main de l'enfant, sentant la chaleur anormale de sa peau. « Docteur Reynolds sera bientôt là, chérie. La nurse va te préparer de l'eau d'orge. » Dans l'heure, Dr Reynolds arrive. C'est le médecin de famille, un gentleman distingué ayant fréquenté l'école de médecine d'Édimbourg et maintenant exclusivement au service des familles riches de Mayfair et Belgravia. Son salaire annuel seul suffirait à nourrir la famille de Tom pendant 1 an.
Le docteur est conduit directement à la nurserie, où il examine Charlotte avec attention. Il écoute sa poitrine avec son stéthoscope, prend son pouls, examine sa gorge et pose des questions détaillées sur ses symptômes. Il semble s'agir d'une bronchite, dit-il à votre épouse. Pas rare par ce temps, mais nous devons rester vigilants. Les enfants peuvent se détériorer rapidement. Il rédige des ordonnances pour plusieurs médicaments, un sirop pour la toux, une poudre pour faire baisser la fièvre, un tonique pour renforcer l'organisme. Votre majordome les emmènera immédiatement chez un apothicaire où ils seront préparés avec des ingrédients de qualité. Je recommande une tente à vapeur pour son lit, poursuit le docteur Reynolds. La nurse devra ajouter quelques gouttes d'huile d'eucalyptus dans l'eau. Gardez la pièce chaude mais bien ventilée. Je reviendrai ce soir pour vérifier ses progrès. Votre épouse hoche la tête, donnant déjà des instructions aux domestiques présents. Quelques minutes après le départ du médecin, la chambre malade devient un centre d'activité efficace. Les médicaments prescrits arriveront bientôt. Pendant ce temps, la cuisine envoie un bouillon de bœuf et prépare de la gelée. Des aliments traditionnels pour les invalides, considérés comme fortifiants. La gouvernante installe la tente à vapeur, un cadre au-dessus du lit de Charlotte recouvert de draps pour créer un mini-sauna. Charlotte sera constamment surveillée par sa nurse, avec des visites fréquentes de votre épouse. Si nécessaire, une infirmière de nuit pourra être engagée pour assurer une surveillance 24h/24. Aucun effort ni dépense ne seront épargnés pour son traitement et son confort. C'est ainsi que se déroule la maladie dans un foyer victorien riche. Attention médicale rapide, médicaments de qualité, bonne nutrition, environnement chaud et soins constants. Cela ne garantit pas la guérison. La médecine victorienne avait des limites sérieuses, même pour les riches, mais offre à Charlotte les meilleures chances possibles. Maintenant, traversons Londres jusqu'à Seven Dial, où le jeune frère de Tom, James, également âgé de 4 ans, se réveille toussant dans la nuit. Le son résonne dans la petite pièce humide où toute la famille dort. Sa mère se réveille immédiatement. La vigilance maternelle est la même à toutes les classes sociales. Elle prend son front dans l'obscurité. « Il a de la fièvre », murmure-t-elle à son mari. « Pire qu'hier. » James tousse depuis plusieurs jours. Mais dans les familles pauvres, une maladie mineure est souvent ignorée jusqu'à ce qu'elle devienne sérieuse. Elles ne peuvent pas se permettre des médicaments pour chaque toux ou rhume. Elles ne peuvent pas manquer le travail pour s'occuper d'un enfant légèrement malade. Elles espèrent et prient que les petits maux disparaissent d'eux-mêmes. Mais James empire clairement. Sa respiration est laborieuse, sa petite poitrine se soulève à chaque effort. À la faible lumière du matin, sa mère remarque la rougeur anormale de ses joues. « Devons-nous appeler le médecin de la paroisse ?» demande Tom, maintenant réveillé et observant son frère avec inquiétude. Sa mère soupire. Le médecin de paroisse fournit des soins gratuits aux pauvres, mais il est notoirement surchargé et souvent peu attentif. Obtenir son attention peut nécessiter des heures d'attente à son cabinet. Des heures ? La mère de Tom ne peut pas se permettre de perdre ce temps de travail sans compromettre le revenu essentiel. « J'essaierai d'abord Madame Wilson », décide-t-elle. Elle a aidé la fille des Parker l'hiver dernier. Madame Wilson est la guérisseuse officieuse du quartier. Pas une médecin formée ni même une sage-femme, mais une femme connaissant quelques remèdes traditionnels et suffisamment expérimentée pour reconnaître les maladies courantes. Dans les communautés pauvres, de telles femmes fournissent souvent le premier et parfois le seul soin médical que les familles reçoivent. À l'aube, Tom est envoyé chercher Madame Wilson. Il la trouve déjà en train de s'occuper d'un autre enfant malade à 2 rues de là. Lorsqu'elle arrive enfin, elle examine James avec des mains expertes. Bronchite, très probablement, prononce-t-elle, avec ce temps. Il aura besoin de cataplasme de moutarde sur la poitrine et de thé de guérison pour la toux. Elle laisse des instructions pour préparer ses remèdes maison. Contrairement aux prescriptions du docteur Reynolds, ces traitements utilisent des ingrédients bon marché, disponibles dans la plupart des cuisines ou achetables pour quelques pennies. Le cataplasme de moutarde, une pâte de graines de moutarde broyée appliquée sur la poitrine, agit comme un contre-irritant, attirant le sang vers la surface de la peau. Le thé réparateur est une infusion de plantes pour fluidifier le mucus. Gardez-le au chaud autant que possible, conseille Madame Wilson. Et essayez de lui donner un peu de bouillon. S'il commence à respirer très vite ou si ses lèvres deviennent bleues, il faudra l'emmener à l'hôpital. Cette dernière suggestion inspire une peur particulière.
Les hôpitaux victoriens pour les pauvres étaient des lieux de dernier recours, souvent plus redoutés qu'accueillis. Les conditions y étaient sévères, les soins minimaux, et beaucoup entraient sans jamais en ressortir. Contrairement à Charlotte, James n'aura pas d'infirmière dédiée. Sa mère doit continuer son travail de lessive. La famille ne peut pas survivre sans son revenu. Marie restera à la maison pour veiller sur lui, faisant de son mieux avec les instructions et les ressources limitées disponibles. La chambre malade est la même pièce où toute la famille vit, dort, cuisine et mange. L'air est humide et froid, sauf près de leur petit feu qu'ils ne peuvent se permettre de garder allumé toute la journée. La seule nourriture disponible est la même pitance insuffisante. Toujours du pain, du thé, peut-être un peu de bouillon fait avec des os si la chance leur sourit. N'est-il pas étonnant de voir à quel point la même maladie peut se dérouler si différemment selon l'adresse où l'on vit ? La bronchite, essentiellement le même virus infectant les deux enfants, mais l'un reçoit un médecin, des médicaments, des soins 24 heures sur 24 et tout le confort possible, tandis que l'autre a des remèdes maison et une sœur effrayée pour veiller sur lui pendant que les autres travaillent. Et ce qui me frappe, c'est que les Victoriens ne considéraient pas cela comme particulièrement injuste. Ils avaient ce concept appelé les pauvres méritants, des gens pauvres par la force des choses et donc dignes de charité. Mais même pour eux, l'idée n'était pas qu'ils devaient recevoir le même niveau de soins que les riches, seulement qu'ils devaient recevoir quelque chose plutôt que rien. Prenons un exemple concret qui illustre vraiment cette division. Un diagnostic de tuberculose, par exemple. Si vous étiez riche et attrapiez la tuberculose à la fin de l'époque victorienne, votre médecin pourrait prescrire un séjour dans un sanatorium, un hôpital spécialisé généralement situé à la montagne ou à la campagne où l'air est pur. Vous y seriez au repos, mangeriez une nourriture excellente et feriez de l'exercice léger sous supervision médicale. Beaucoup de patients guérissaient. Si vous étiez pauvre, vous continueriez à travailler jusqu'à l'épuisement, contaminant votre famille dans votre maison surpeuplée. Lorsque vous seriez trop malade pour travailler, vous pourriez finir dans l'infirmerie d'un hospice de travail, recevant au mieux des soins basiques, entouré d'autres malades dans une salle bondée. Les taux de guérison étaient, sans surprise, beaucoup plus faibles. À Belgravia, le docteur Reynolds revient ce soir-là comme promis pour vérifier Charlotte. Son état s'est stabilisé. Pas d'amélioration spectaculaire, mais pas d'aggravation non plus. C'est considéré comme une bonne nouvelle. Continuez les traitements, dit-il à votre épouse. Je suis prudemment optimiste. Les enfants ont une résilience remarquable. Ils laissent des médicaments supplémentaires et des instructions pour la nuit. Le foyer s'adapte à la situation avec une efficacité éprouvée. Le dîner est servi comme d'habitude pour vous et vos invités, bien que votre épouse puisse apporter un plateau à la nurserie pour rester près de Charlotte. La routine de la maison continue, largement ininterrompue, le personnel dévoué gérant la crise. Vous visitez brièvement le chevet de Charlotte avant de vous retirer. « Papa » sourit-elle faiblement, tendant la main. Ses petits doigts sont chauds contre votre paume. « Sois une bonne fille et prends ton médicament », lui dites-vous en lui tapotant maladroitement la main. Les pères victoriens, surtout dans les familles aisées, maintenaient souvent une certaine distance émotionnelle avec leurs enfants, surtout avec les filles. Dans votre monde, la maladie inquiète, mais n'est pas catastrophique. Vous disposez de ressources pour fournir les meilleurs soins disponibles. Vous ne risquez pas la ruine financière à cause des dépenses médicales ou de la perte de travail. Le foyer peut absorber cette perturbation sans menace fondamentale à son fonctionnement. À Seven Dial, la nuit tombe sur une scène très différente. L'état de James s'est aggravé malgré les cataplasmes de moutarde et le thé réparateur. Sa respiration est plus laborieuse, sa fièvre plus élevée. La mère de Tom est rentrée de son travail de lessive et trouve Marie presque en larmes d'inquiétude. Il ne veut rien boire, rapporte Marie, et il a une fièvre terrible. Leur mère prend le front de James, le visage crispé par la peur. C'est le moment que chaque parent pauvre victorien redoute, quand la maladie dépasse ce que les remèdes maison peuvent soigner. Quand des soins professionnels coûteux deviennent non pas un luxe, mais une nécessité pour survivre. Tom court chercher le docteur Harper, décide-t-elle en nommant le médecin de paroisse. Dis-lui que c'est urgent. Tom se précipite dans la nuit à travers des rues sombres où, même face à la maladie, les divisions de classe demeurent. Les pauvres tombent malades dans des quartiers surpeuplés et insalubres où la maladie se propage rapidement. Ils cherchent des soins dans des établissements différents avec des standards de traitement différents.
Ils meurent même de maladies différentes, ou plutôt de la même maladie, mais dans des proportions très différentes. Le petit cabinet du docteur Harper est bondé même à cette heure tardive. Des mères tiennent des enfants toussants. Des hommes sont assis avec des blessures du travail de la journée. Des vieillards attendent avec diverses maladies chroniques. Tom se ferait un chemin jusqu'à la réceptionniste débordée. « S'il vous plaît, mademoiselle, mon frère a une très mauvaise bronchite. » Ma mère dit, « Le docteur Harper peut-il venir ?» La femme à peine lève les yeux de son registre. Le docteur ne fait pas de visite à domicile après les heures sauf urgence. Amenez l'enfant demain. Mais il est vraiment malade, insiste Tom. Il a du mal à respirer. Quelque chose dans sa voix fait que la femme lève enfin les yeux correctement. Elle soupire. Attends ici. Elle disparaît dans une pièce arrière et revient quelques instants plus tard. Le médecin dit, si c'est si urgent, emmenez-le à l'hôpital pour enfants de Great Ormond Street. Je suis trop occupé ici. L'hôpital pour enfants, ouvert en 1852 comme le premier hôpital en Grande-Bretagne spécifiquement pour les enfants, est un phare d'espoir pour les familles pauvres. Contrairement à beaucoup d'hôpitaux, il ne demande ni paiement ni recommandation paroissiale pour les urgences. Mais c'est une longue marche depuis Seven Dial, et emmener un enfant gravement malade par un air nocturne froid semble dangereux. Tom rentre chez lui avec cette nouvelle mitigée. Le visage de sa mère s'assombrit. C'est trop loin pour le transporter ce soir, décide-t-elle après avoir revérifié James. Nous continuerons les remèdes et l'emmènerons demain matin s'il ne va pas mieux. C'est le calcul impossible de la pauvreté et de la maladie. Peser les risques face aux options limitées, prendre des décisions médicales non seulement selon le besoin, mais aussi en fonction du coût, de la distance, du temps loin du travail et de la prise en charge des autres enfants. Toute la nuit, la mère de Tom reste aux côtés de James, lui trempant le front dans de l'eau vinaigrée pour faire baisser la fièvre, appliquant de nouveaux cataplasmes de moutarde et l'encourageant à boire quelques gorgées d'eau chaque fois que possible. Le reste de la famille dort à moitié autour d'eux dans la pièce unique, chacun conscient de la respiration laborieuse qui semble remplir l'espace. Au matin, James va un peu mieux, sa fièvre a baissé, sa respiration est moins difficile. La crise passe sans intervention hospitalière, mais c'est de la chance, pas des soins médicaux. Beaucoup d'enfants dans des circonstances similaires n'avaient pas cette chance. Les statistiques de mortalité du Londres victorien racontent cette histoire crue. Dans les quartiers riches comme Belgravia, environ 15 personnes sur 1000 mouraient chaque année. Dans les quartiers pauvres comme Seven Dial ou Whitechapel, le taux était souvent doublé, 30 pour 1000 ou plus. La différence était particulièrement dramatique pour les enfants. Dans certains districts pauvres, un tiers des enfants mouraient avant leur 5e anniversaire, tandis que les familles riches s'attendaient à ce que la plupart de leurs enfants survivent jusqu'à l'âge adulte. Ces différences ne concernaient pas seulement les soins médicaux après l'apparition de la maladie. Elles reflétaient l'ensemble de l'environnement physique des vies riches et pauvres. Les riches avaient de l'eau propre provenant de puits privés ou de sources filtrées, tandis que les pauvres dépendaient souvent de pompes publiques polluées. Les riches disposaient d'un système d'évacuation des eaux usées adéquates. Les pauvres vivaient avec des égouts à ciel ouvert et des fosses. Les riches avaient une alimentation variée et nutritive. Les pauvres subsistaient avec ce qu'ils pouvaient se permettre, souvent dépourvus de nutriments essentiels. Les conditions de logement jouaient sans doute le rôle le plus important dans les disparités de santé. Votre maison de Belgravia est spacieuse, permettant une certaine distance physique entre les membres de la famille lorsqu'un individu est malade. Elle est bien ventilée quand nécessaire et chaude quand requis. Elle est construite avec des matériaux de qualité, sans l'humidité qui favorise les maladies respiratoires. La pièce unique de la famille de Tom n'offre aucune de ces protections. La maladie se propage rapidement parmi les personnes dormant dans le même petit espace. L'humidité due à une mauvaise construction et au chauffage insuffisant crée des conditions parfaites pour la tuberculose, la pneumonie et la bronchite. La ventilation est limitée, emprisonnant l'air contaminé. Les réformateurs de santé publique de l'ère victorienne reconnaissaient de plus en plus ces liens entre environnement et santé. La célèbre enquête du docteur John Snow sur l'épidémie de choléra de 1854 dans Broad Street démontra que la maladie n'était pas simplement une question de susceptibilité individuelle ou d'échec moral comme le croyaient de nombreux victoriens, mais était directement liée à des facteurs environnementaux comme l'eau contaminée. Ces découvertes ont progressivement conduit à des améliorations municipales, meilleur système d'égouts,
approvisionnement en eau plus propre, régulation sur les conditions de logement. Mais le progrès fut lent et inégalement réparti. Les quartiers riches ont bénéficié des améliorations en premier, tandis que les zones pauvres sont restées dangereuses jusqu'à la fin de l'ère victorienne. Alors que nos 2 enfants malades se rétablissent, Charlotte avec une aide médicale professionnelle et tous les conforts, James grâce à une combinaison de remèdes maison et de bonne fortune, ils tirent des leçons différentes de leur maladie. Charlotte apprend que la maladie apporte attention et soin, que la douleur est rapidement soulagée, que les adultes peuvent contrôler et atténuer la souffrance. James apprend que la maladie est effrayante et potentiellement mortelle, que le soulagement peut être limité ou indisponible, que parfois il faut simplement endurer. Ces expériences différentes façonnent leur compréhension de leur corps et de leur place dans le monde. Elles contribuent à la psychologie radicalement différente des riches et des pauvres dans la société victorienne, l'un s'attendant au contrôle et à la résolution, l'autre à l'épreuve et à l'incertitude. Le week-end suivant, les 2 enfants se sont remis de leurs épisodes de bronchite. Charlotte reçoit une nouvelle poupée en cadeau de rétablissement et reprend ses leçons avec sa gouvernante, l'épisode déjà s'effaçant de sa mémoire. James retourne aider sa mère dans de petites tâches. Son rétablissement passe inaperçu, sauf pour le soulagement privé de sa famille. La vie continue dans les 2 foyers, les schémas de privilèges et de privation demeurant inchangés, le vaste fossé entre leurs expériences restant intact. Mais dans les 2 maisons, les parents jettent des regards plus fréquents à leurs enfants, écoutant le bruit d'une toux dans la nuit. La maladie est l'ombre qui ne quitte jamais complètement la vie victorienne, quel que soit le statut social. Le jour s'efface dans la soirée à travers Londres. Les lampes à gaz s'allument le long des rues élégantes. Dans les quartiers plus pauvres, l'obscurité s'accumule dans les coins et les ruelles. Alors que la nuit tombe, nos 2 foyers se préparent pour le soir. Le dernier acte dans la performance quotidienne de la vie victorienne, où même les rituels du repos reflètent les vastes divisions que nous avons explorées. Dans votre maison de ville à Belgravia, le dîner est le centre de la soirée. Il est servi à 8 heures, une heure tardive à la mode qui distingue les véritables riches des classes moyennes simplement confortables qui dînent à 6 ou 7 heures. La salle à manger rayonne de la lumière des lustres en cristal et des candélabres en argent. La longue table en acajou brille, dressée avec du linge damassé, de la fine porcelaine, des verres en cristal et plus de couverts que la plupart des familles pauvres ne posséderaient en une vie entière. Chaque couvert comprend plusieurs fourchettes, couteaux et cuillères. Des ustensiles spécialisés pour certains plats qui dérouteraient quiconque n'a pas été initié aux coutumes culinaires de la haute société. Ce soir, vous recevez un petit dîner, seulement 8 invités, dont Laure et Lady West et leur fille, Lady Elizabeth. La jeune femme a été placée à côté de vous, un arrangement délibéré de votre épouse qui n'a pas échappé à votre attention. J'entends que vous êtes une excellente cavalière, Lady Elizabeth, remarquez-vous alors que le premier plat est servi, une soupe claire dans de délicats bols en porcelaine. Elle sourit avec modestie. J'aime monter à cheval, mais je ne prétends pas avoir un talent particulier. Sa modestie lui fait honneur, interjecte son père de l'autre côté de la table. Mais Elizabeth a un talent exceptionnel, elle tient de sa mère. La conversation continue sur ce ton, légère et agréable, évitant soigneusement les sujets controversés. La politique pourra être abordée plus tard entre messieurs, mais à table en compagnie mixte, il faut des sujets plus sûrs, événements sociaux récents, connaissances communes, art, musique, peut-être quelques commérages doux sur des amis absents. Le repas se déroule avec une précision chorégraphiée. Des valets en livrée servent chaque plat, se déplaçant silencieusement autour de la table, offrant les plats par la gauche, retirant les assiettes par la droite. La nourriture elle-même est élaborée, 8 plats ou plus préparés par votre chef français et 3 aides de cuisine. Après la soupe viennent le poisson, puis un plat de viande, suivi d'un sorbet pour nettoyer le palais, puis du gibier ou de la volaille, des légumes, des desserts sucrés, des fruits, des noix et enfin du fromage. Chaque plat est accompagné d'un vin approprié choisi par votre majordome et décanté des heures auparavant pour bien respirer. L'ensemble représente une dépense énorme de temps, d'argent et de travail. Non seulement pour le repas lui-même, mais pour des années de formation de tous les participants, du chef créant les sauces aux valets ayant perfectionné leur service silencieux. Lady Elizabeth navigue dans le repas avec aisance, prenant de petites portions, mangeant délicatement et ne paraissant jamais trop enthousiaste. La faim vulgaire n'a pas sa place dans la féminité de la haute société. Elle joue le rôle pour lequel elle a été formée depuis l'enfance,
l'épouse parfaite, accomplie, agréable et décorative. J'étais au concert musical de Lady Pembroke la semaine dernière, mentionne-t-elle entre les plats. La performance de votre épouse au piano était magnifique. Vous êtes trop aimable, répond votre femme depuis la tête de la table. J'ai eu peu de temps pour pratiquer ces derniers temps. Cette modestie fait également partie de la performance. Accepter des compliments trop vivement semblerait vaniteux. La danse sociale complexe se poursuit à chaque plat, épuisante par sa complexité mais naturelle pour ceux qui ont grandi dans cet environnement. Après le dîner, un autre rituel se déroule. Les dames se retirent dans le salon, laissant les messieurs au porto et aux cigares. Cette séparation selon le genre permet des conversations différentes, affaires et politiques pour les hommes, affaires domestiques et sociales pour les femmes. Dans le salon, votre épouse préside le service du café, une cafetière en argent versée dans de délicates tasses. Lady West s'installe à ses côtés sur le canapé. Elizabeth semble fort intéressée par votre mari et observe silencieusement, regardant sa fille arranger sa jupe sur une chaise à proximité. Votre épouse sirote son café. Il parle bien d'elle, et Lord James semblait très attentif à l'opéra. Lady West sourit. James est attentif à beaucoup de jeunes dames. Sa position lui permet une certaine latitude à cet égard. L'implication est claire. En tant que fils cadet sans titre ni héritage significatif, Lord James peut flirter, mais doit éventuellement épouser de l'argent. Lady Elizabeth, fille d'un comte, doit se marier à un rang égal au moins. Ces calculs sous-tendent chaque interaction sociale dans leur monde. Pendant ce temps, dans la salle à manger, vous et les autres messieurs vous êtes installés dans des fauteuils en cuir regroupés. Votre majordome circule avec le porto et un coffret de cigares cubains. Lord West accepte les deux et s'installe confortablement. La situation au pen shop pourrait affecter significativement les prix du coton si elle se détériore, remarque-t-il maintenant que les dames sont parties. La conversation se tourne vers les affaires et la politique. Question de la Compagnie des Indes orientales, affaires parlementaires, opportunités d'investissement. Ces discussions font partie intégrante du dîner pour beaucoup de messieurs, le véritable objectif derrière la réunion sociale. À Londres, dans Seven Dial, la soirée suit un rituel très différent. La famille de Tom se rassemble autour de leur petit feu alors que l'obscurité tombe. Leur souper est simple, peut-être une soupe de légumes clairs avec une croûte de pain, rien qui nécessite préparation ou service élaboré. Ils mangent dans des bols disparates avec de vieilles cuillères en métal, assis sur ce que leur unique pièce leur permet. Un petit banc, quelques tabourets, certains sur des caisses retournées. Pas de nappe, pas de plats successifs, pas de serviteurs. J'ai trouvé un bon morceau aujourd'hui, dit le père de Tom en sortant un petit morceau de métal légèrement plié de sa poche. Il travaille comme récupérateur sur le littoral de la Tamise à marée basse, cherchant tout ce qui est récupérable parmi les débris, ferrailles, morceaux de charbon, objets perdus si la chance lui sourit exceptionnellement. « C'est quoi ça, papa ?» demande Tom, examinant l'objet avec intérêt. « Pièce de bateau, je suppose. » Laiton, donc ça va rapporter quelques pennies. Ce petit triomphe, trouver quelque chose qui vaut quelques pièces, est une vraie source de célébration. Il y a de la fierté dans sa voix malgré la modestie de la découverte. Dans leur monde, de petites victoires peuvent faire la différence entre manger ou avoir faim. Après leur simple repas, la soirée continue avec des travaux communs et des loisirs occasionnels. La mère de Tom raccommode des vêtements à la lumière du feu, plissant les yeux sur les minuscules points. Son père sculpte un petit jouet en bois pour le plus jeune enfant, un rare moment de créativité au milieu de l'attention pragmatique à la survie. Marie pratique sa lecture, déchiffrant les mots d'un pamphlet usé distribué par l'école du dimanche. L'éducation se poursuit à 16 heures du soir, adaptée aux exigences du travail plutôt qu'au centre de la journée des enfants comme dans les foyers riches. Tom lui-même pourrait réparer ses chaussures avec des morceaux de cuir trouvés dans la rue ou aider son père à trier les trouvailles du jour. Même dans leurs loisirs limités, la productivité reste essentielle. Les mains inactives sont un luxe que les pauvres ne peuvent se permettre. Pourtant, il y a des moments de plaisir simples. Peut-être que le père de Tom raconte des histoires de son enfance à la campagne, des récits d'animaux de ferme et de superstitions rurales qui semblent exotiques pour des enfants élevés dans les rues surpeuplées de Londres. Peut-être chante-t-il. Les chansons folkloriques se transmettent de génération en génération, sans instrument ni formation formelle. Raconte-nous encore le cheval fantôme, demande le plus jeune, les yeux grands ouverts à la lueur du feu.
Le père de Tom sourit. Eh bien, dans le village où j'ai grandi, on disait qu'un grand cheval blanc apparaissait les nuits brumeuses. Ces traditions orales, histoires de fantômes, contes populaires et histoires familiales constituent le divertissement du soir. Pas de livres achetés, pas de billets de théâtre, pas de jeux élaborés. Pourtant, l'intimité de ces histoires partagées crée une véritable connexion. La soirée de la famille se terminera tôt, limitée par des considérations pratiques. Les bougies et l'huile pour lampes sont coûteuses. La lumière du feu doit suffire pour la plupart des activités, et le travail du matin nécessite un sommeil précoce. Il n'y a pas de petit déjeuner tranquille qui les attend, pas de serviteur pour faciliter la transition vers un nouveau jour. Alors que le feu tombe en braise, les préparatifs pour le sommeil commencent. Il n'y a pas de chambre à coucher élaborée, pas de boudoir ni de domestique personnel. Toute la famille dort dans une seule pièce, peut-être avec un rideau tiré pour un minimum d'intimité. La lessive est limitée par la disponibilité de l'eau et du chauffage. Un petit bassin peut être rempli pour les ablutions les plus basiques, visage et mains nettoyés, mais le bain complet reste un événement rare, généralement hebdomadaire au mieux. Les vêtements de nuit, s'ils existent séparément des vêtements de jour, sont simples et souvent partagés ou transmis. La nuit dans une maison pauvre victorienne apporte son lot d'inconfort et de danger. La pièce devient froide lorsque le feu s'éteint, avec des couvertures insuffisantes pour éloigner le froid. Le bruit de la rue continue. Disputes, chants ivres, violences occasionnelles, rats et insectes sont des compagnons indésirables, particulièrement dans les sous-sols comme celui de Tom. Pourtant, même ici, il existe des rituels de réconfort. La main d'une mère lissant les cheveux d'un enfant, une bonne nuit, bourru du père, les frères et sœurs blottis ensemble pour se réchauffer. Le besoin fondamental humain de connexion et de sécurité s'exprime même dans les circonstances les plus difficiles. À Belgravia, votre soirée continue à un rythme princier. Les messieurs rejoignent finalement les dames dans le salon pour la musique et la conversation. Peut-être votre fille Emma joue-t-elle du piano, montrant les compétences qui font d'elle une jeune fille correctement éduquée. Il peut y avoir des jeux de cartes pour ceux qui les apprécient, le whist ou le basique joué pour de petites mises qui sont néanmoins des sommes significatives pour quelqu'un de la classe de Tom. Vers 23h, vos invités commencent à partir. Les carrosses sont appelés, les manteaux récupérés par les domestiques en attente, des adieux élaborés échangés avec promesse de futures invitations. La représentation sociale continue jusqu'au départ du dernier invité. Une fois seul avec votre épouse, il y a peut-être un bref débriefing de la soirée. J'ai trouvé Lady Elizabeth fort charmante. Pourrait-elle commenter alors que vous montez l'escalier majestueux vers vos chambres respectives? En effet, répondez-vous de manière évasive. Lord West a eu des observations intéressantes sur le marché du coton. Cette communication oblique, où aucun de vous ne mentionne directement les possibilités matrimoniales explorées, est typique de votre relation. Discuter directement des émotions ou des affaires intimes semblerait vulgaire, même entre mari et femme. Vous vous séparez au palier, chacun rejoignant sa chambre, arrangement typique des mariages victoriens aisés. Votre valet Jenkins vous attend dans votre dressing, prêt à vous assister dans le processus complexe de déshabillage. Les vêtements de soirée formels que vous portez nécessitent une aide pour être retirés correctement. Boutons à extraire des chemises, boutons de manchette à ranger, bottes à enlever avec des outils spéciaux. La soirée s'est-elle bien passée, monsieur ? Demande Jenkins en vous aidant à enfiler votre chemise de nuit. Assez bien, répondez-vous. Lady West semblait satisfaite. Cette communication subtile entre maître et serviteur contient des volumes de sens non dits. Jenkins sait quels invités sont courtisés pour quels motifs, quelles alliances se forment ou se défont. Sa discrétion est absolue, un autre privilège que votre richesse achète. Une fois prêt pour le lit, vous vous installez dans votre immense lit à baldaquin avec matelas en plumes et drap fin. Peut-être lisez-vous un moment des revues politiques ou des rapports de votre régisseur. Votre chambre, comme toutes celles de votre maison, a une fonction spécialisée, dormir et s'habiller, pas un espace multifonctionnel comme pour les familles pauvres. Pendant ce temps, votre épouse suit son propre rituel élaboré, assistée par sa femme de chambre. Ses cheveux sont brossés 100 fois, son visage nettoyé avec des crèmes spéciales, son corset retiré avec probable soulagement après des heures de compression. Elle peut également lire avant d'éteindre sa lampe, peut-être un roman de Dickens ou d'Eliot, ou un magazine féminin avec planches de mode et conseils domestiques.
Les chambres séparées n'excluent pas nécessairement les relations conjugales. Vous pouvez la visiter ou elle vous visiter à cette fin, mais la norme reste le sommeil séparé, avec intimité et distance maintenue. À minuit, les deux foyers tombent dans le silence. Le sommeil vient aux riches comme aux pauvres, bien que dans des environnements radicalement différents. Les riches reposent dans le confort isolé de chambres conçues exclusivement pour dormir, avec des domestiques à proximité pour répondre à tout besoin nocturne. Les pauvres dorment en communauté, dans des espaces polyvalents, vulnérables au froid, au bruit et aux perturbations. Pourtant, dans le sommeil, certaines divisions marquées de la société victorienne se dissolvent temporairement. Les rêves viennent à toutes les classes, emportant les dormeurs au-delà des rigidités de leur vie éveillée. Pendant quelques heures, les structures de classe, les limitations circonstancielles, le poids des attentes sociales peuvent s'alléger. Tom pourrait rêver de cieux ouverts et d'air pur, loin de la fumée de Londres, vous pourriez rêver de plaisirs plus simples que votre vie sociale réglée ne le permet. Dans la démocratie des rêves, les hiérarchies victoriennes s'estompent momentanément. Mais le réveil viendra, et avec lui le retour du monde divisé que nous avons exploré, les vies parallèles des habitants les plus riches et les plus pauvres de Londres victorien. Des vies qui se croisent parfois mais se touchent rarement vraiment. Des vies façonnées par la naissance et les circonstances plus que par le choix ou l'effort individuel. L'époque victorienne était une ère de contrastes extrêmes, luxe inimaginable aux côtés de pauvreté désespérée, codes moraux rigides parallèlement à une exploitation rampante, progrès scientifique aux côtés de conditions primitives. Ces contradictions ont défini l'âge et continuent de nous fasciner aujourd'hui. Alors que vous vous allongez dans votre lit moderne confortable, pensez à laquelle de ces vies victoriennes la vôtre aurait ressemblé si vous étiez né à cette époque. Les chances favorisent largement l'existence plus pauvre. La grande majorité des Victoriens vivaient dans la difficulté plutôt que dans le privilège. Votre lit confortable, votre espace privé, votre estomac plein, votre accès aux soins de santé, tous ces luxes auraient été inaccessibles à la plupart des gens en Angleterre victorienne. Et pourtant, d'une certaine manière, nous vivons encore dans un monde façonné par les idées et les structures victoriennes. Leurs concepts de classe et de valeur, leurs approches du travail et des loisirs, leurs suppositions sur le genre et le pouvoir continuent d'influencer notre société, souvent de façon que nous ne reconnaissons pas pleinement. Peut-être est-ce pour cela que les histoires de la vie victorienne continuent de nous captiver. Elles offrent à la fois le confort de la distance, regardez jusqu'où nous sommes arrivés, et l'inconfort de la reconnaissance, regardez combien reste identique. Elles nous montrent à la fois le progrès et la stagnation, le changement et la continuité. Alors que vous vous laissez aller au sommeil, portez avec vous ces images de vie victorienne. Le lit à baldaquin aux rideaux de soie et la paillasse partagée sur le sol, le dîner élaboré et le simple pain et soupe, l'éducation spécialisée et les moments volés d'apprentissage. Elles font partie de la longue histoire humaine qui continue de se dérouler, nous reliant à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui suivront. Les lampes à gaz de Londres victorien se sont éteintes depuis longtemps. Les grands hôtels particuliers ont été divisés en appartements. Les taudis ont été démolis et reconstruits. Mais les histoires restent, murmurées à travers le temps, comme les contes du soir au coin du feu de Tom ou les conversations précautionneuses dans votre élégant salon. Que ces murmures vous accompagnent dans le sommeil, rappellent doux de notre expérience humaine partagée à travers le temps et les circonstances. Reposez-vous dans votre lit moderne confortable, libéré des contraintes et des difficultés qui ont marqué tant de vies victoriens. Dormez paisiblement en sachant que, si le passé nous a façonnés, il n'a pas à nous limiter.